Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen Belge. Je tenais déjà à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre évidemment les interviews. Pour ne pas manquer nos interviews, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube. Alors, vous faites partie des petits colibris, donc je vous demande évidemment de pouvoir nous soutenir en partageant tout ce qui est information des médias libres. Je vous encourage également à soutenir les médias de manière en dons et en visibilité. Donc voilà, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner à cette page-ci sur YouTube. Et aujourd'hui, nous avons un thème un peu particulier, c'est l'homme de Vitruve de Leonardo, et je tombe à chaque fois, je le trouve, Leonardo da Vinci. Et aujourd'hui, nous recevons Luis Castano, donc bienvenue à Luis. Alors, pour un problème de connexion, Luis n'est pas visible, tout simplement parce que la connexion avec l'Espagne est un peu compliquée. Mais par contre, nous le recevons sur l'émission. Bonjour Luis. Bonjour Mira, très content d'être avec vous. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on a décidé donc de parler mesures. Donc vous avez décidé de nous offrir un petit cours sur l'homme de Vitruve. On a des idées en particulier, mais on n'a pas toutes les explications et vous êtes justement bien placé pour pouvoir en donner. Alors au départ, donc vous êtes philosophe, vous êtes professeur de français. Alors je vais vous laisser vous présenter. Oui, c'est ça. Voilà, je suis espagnol. J'habite à Cadix, donc une ville au sud de l'Espagne. Et c'est ici que je fais des études donc en philosophie et lettres, donc en particulier en philologie. Et donc voilà, c'est cette formation donc en philologie, donc dans l'étude de texte, disons, qui m'a permis par la suite de m'intéresser à ces documents de Léonard de Vinci, donc l'un de très très connu à niveau international. Et donc c'est grâce à la formation que j'ai pu étudier les documents à fond, et puis j'ai fait quelques découvertes nouvelles en 2011 qui ont eu comme suite une recherche sur l'histoire des mesures, donc qui m'a permis un peu de mieux comprendre comment mesurer dans l'Antiquité avant la création, disons, de notre système métrique décimale qui a été créé au début de l'époque contemporaine. Voilà. Alors donc ici, vous avez préparé un petit PowerPoint que j'ai mis à l'écran pour nous expliquer en détail avec des images pour que ce soit quand même un peu plus agréable, nous expliquer pourquoi en fait vous venez. Donc il y a une explication au départ qui est théorique et puis vous allez nous expliquer à la fin de l'émission pourquoi vous m'avez contacté en particulier. Voilà, c'est ça. Franchement, je vais un peu développer. Il y a beaucoup d'images. Enfin, c'est déjà un exposé qui a très bien fonctionné ailleurs, donc je pense que ça va être assez gai, assez clair pour les auditeurs. Mais j'ai organisé ça en trois parties. Donc, d'abord, je vais expliquer un peu ma recherche. Puis, je vais faire une application pratique donc à l'étude d'un bâtiment très connu, donc une merveille de l'Antiquité, la Grande Pyramide. Et puis finalement, je vais expliquer un peu le parcours historique donc de l'histoire des mesures, donc depuis l'Antiquité, presque la préhistoire, jusqu'à notre époque contemporaine. Et voilà, c'est un peu en résumé donc de ce travail que je mène depuis déjà 14 ans. Voilà. Alors on vous écoute avec plaisir. D'accord. Alors on va commencer donc d'abord par la première image donc du PowerPoint. J'ai mis dans cette image, c'est la couverture de mon livre. C'est un livre que j'ai sorti en 2023 où j'explique un peu les bases de ma recherche. Ben voilà, le livre, je le fais en espagnol. Et voilà, la couverture, on voit le titre en espagnol, mais moi, j'ai mis à côté donc la traduction. Ceci n'est pas l'homme de Vitruve, parlons de l'histoire des mesures. Et c'est un titre un peu provocateur parce que lorsqu'on voit l'image de la couverture du livre, tout le monde va se dire, si, c'est l'un des trucs, c'est cette image qui a été dessinée par Leonardo de Vinci au début de la Renaissance. Et il y a des surprises, donc c'est pour ça que je cherchais un peu ce titre provocateur. Et sinon, ça m'a inspiré, l'idée du titre m'a été inspirée par ce tableau très connu de René Magritte, un auteur belge que j'adore. Il a dessiné un tableau, il a fait un tableau très connu
enfin, il est connu comme Ceci n'est pas une pipe. Mais Oui, en tout à fait, fait. le titre original du tableau, c'est La trahison des images, parce que Magritte, il voulait faire voir que souvent les images peuvent nous trahir, nous induire en erreur. Et donc, c'est ce qui arrive aussi pour cette image de Leonardo. Et donc, voilà, ça m'a inspiré donc, ce titre. Et sinon, comme je vous disais, l'idée, c'est donc de vous développer un peu cet exposé en trois parties différentes. La première, c'est un peu une explication de ma recherche, comment je suis arrivé à m'intéresser à ces documents de Leonardo. La deuxième, ça serait une application pratique à l'étude d'un bâtiment. Donc, j'ai choisi la Grande Pyramide. Et puis la troisième section, ça serait un peu le parcours historique, donc une explication simple de l'histoire des mesures depuis la préhistoire jusqu'à notre époque contemporaine. D'accord ? D'accord. Alors, on va commencer par ma recherche. Là, je vous disais, je suis de Cadix, donc une ville qui est au sud de l'Espagne. C'est une ville qui a 3000 ans d'histoire, parce que, voilà, anciennement, c'était un ensemble de villes, donc c'était un petit archipel, et puis on a reçu la visite de Phéniciens, et puis beaucoup d'autres cultures par la suite. Donc les Romains aussi ont été par ici, et puis beaucoup d'autres cultures. Donc on est une ville trimillénaire, et on est au bord de la mer. Voilà. J'ai mis une image donc, Oui, tout de à la fait. plage où j'adore me promener. Donc, on reçoit beaucoup de visites qui sont intéressées justement par la mer, par les vacances. Mais voilà, il faut dire aussi que c'est une ville qui a énormément d'années d'histoire, énormément de culture aussi. Donc, j'ai choisi de mettre l'image des sarcophages phéniciens anthropomorphes qui sont au musée des Cadix, parce que ce sont les joyaux du musée. Ils ont été trouvés dans des fouilles ici à la ville. Et puis, nous avons aussi des restes romains, notamment le théâtre romain en Balbie, donc un théâtre de l'époque romaine qui est très bien conservé aussi. Donc voilà, nous avons et d'un côté la plage, l'été, et puis les vacances, et puis d'un autre côté l'histoire et la culture, disons. Parfait. Donc voilà, c'est dans cette ville que j'ai grandi et que j'ai fait mes études. Et je vais expliquer un peu ça parce que ça a été très important dans ma formation, dans ma recherche. Donc je suis allé à l'école, voilà, j'ai commencé à étudier le français à 11 ans. Donc ça fait déjà longtemps que, que je parle un peu la langue. Et vous parlez très bien Et puis d'ailleurs. après Hein. l'école, Je tiens à préciser que je suis vraiment étonnée, épatée par votre manière de parler, évidemment, parce que je ne sais pas faire 3 mots dans une autre langue. oui, mais oui, vous savez, la pratique, ça fait les maîtres, comme on dit. Hein. Oui, Alors voilà, c'est un peu effectivement. ça. Donc voilà, j'ai commencé à étudier le français à 11 ans à l'école. Et puis après, j'ai continué donc les études de français au lycée. J'ai fait aussi du latin au lycée. Et je fais, enfin, il y avait plusieurs branches, disons. J'ai choisi de faire sciences pures jusqu'en terminale. Et là, lorsque j'ai fini ma terminale, à un moment donné, j'ai eu comme idée de faire de l'architecture. Et puisqu'on va parler un peu d'architecture dans cet exposé, je tiens un peu à proposer donc un schéma simple de cette activité. On peut dire que c'est une activité qui se développe en 3 étapes, disons, différentes. Une première étape serait le projet. Donc là, on prend un système de mesure d'une époque quelconque, on fait un tracé géométrique, disons, pour avoir les plans du bâtiment qu'on veut construire. D'accord ? Oui. Puis ensuite, une fois qu'on a cette idée un peu du bâtiment, on commence les processus de construction, donc on prend des matériaux, et puis avec les techniques de l'époque, on commence à travailler, et puis finalement, comme résultat, on aurait le bâtiment fini, et qui, dans les cas des bâtiments historiques, normalement, ils suivent des modifications par la suite. Voilà, donc ça serait un peu un schéma simple de cette activité qui est l'architecture. Mais puis finalement, c'est ma passion par les langues qui a gagné. Donc, je n'ai pas fait finalement de l'architecture, j'ai décidé de faire de la philologie. Donc voilà, un peu, c'est l'entrée de ma fac. Voilà, je passais 5 ans à étudier la philologie. Donc, pour dire simple, c'est un peu une discipline qui, le but, c'est de bien lire, bien comprendre et bien interpréter les textes.
ce qui peut sembler très simple au premier abord, mais ce n'est pas toujours le cas lorsque nous avons affaire à des documents historiques. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut se former pendant 5 ans. Donc j'ai étudié du français, du latin, traduction, interprétation de textes. On fait aussi du symbolisme parce que c'est très important pour bien étudier la littérature, par exemple. Mais parce que, attention, que à cette époque-là, effectivement, les habitudes, ils étaient beaucoup plus dans la spiritualité que nous, évidemment. Donc, ils étaient beaucoup plus dans les images. Et puis, les tournures de phrases et la vie à l'époque n'était pas la même que la nôtre. Donc, les interprétations de textes peuvent différer, effectivement, selon les habitudes de chacun, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est très important par rapport, par exemple, on va le voir par rapport au texte original de l'architecte romain Vitruve. Il a expliqué un monument que Leonardo a voulu récupérer par la suite. Il l'a expliqué par écrit, mais il n'y a pas eu des images qui se soient conservées. Donc ça a provoqué qu'il y a eu beaucoup d'interprétations différentes par rapport au texte. D'accord. Ça, c'est un peu en clé de nos recherches, justement. Donc voilà, je fais donc cette étude de philologie et puis j'étais professeur de français par la suite pendant longtemps, le français, l'espagnol aussi et autres. Mais à un moment donné, en 2006, j'ai eu un problème de santé qui dure toujours. Donc voilà, beaucoup d'heures de sommeil, pas d'énergie. Donc voilà, je ne suis pas capable de faire vie normale. Et à l'époque, on m'a mis à la retraite. Donc voilà, ça a été un peu une période difficile. Et je me suis dit qu'il fallait m'occuper à des choses que j'aimais pour un peu remonter la pente. Et du coup, j'ai eu la chance de me rappeler que j'aimais beaucoup l'architecture. Et donc voilà, je vous partage là, c'est un peu, c'est le projet de réforme de ma maison. Voilà, j'avais fait quelques années plus tôt, j'avais trouvé un livre de décoration qui expliquait une manière simple de faire des projets de réforme, donc avec beaucoup d'idées simples, très utiles. Notamment, il proposait de faire des plans de notre espace sur des feuilles à carreaux, et puis à une échelle, et puis étudier donc différentes configurations de l'espace. Et donc, je trouvais que c'était un concept très, très utile, et donc j'ai commencé à faire des plans sur des feuilles à carreaux, tout simplement, avec un petit bonhomme d'1,60 m. Et là, voilà, je travaillais à faire la réforme de la maison, à trouver un espace ouvert qui me plairait. Et puis, lorsque j'ai eu, donc enfin, une distribution que j'aimais bien, dans ce même livre, il conseillait de chercher un style qui nous plaisait dans des revues de décoration. Donc, du coup, j'avais beaucoup de revues de décoration à l'époque à la maison. Et puis, à un moment donné, je suis tombé sur un article qui parlait de l'esthétique japonaise. Donc, j'ai beaucoup aimé ce style. Et je me suis dit, voilà, je veux vivre dans une maison à style japonais. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je vous présente un peu ma maison. Donc, j'ai ouvert l'espace et puis voilà, mon salon avec mes canapés, et puis la salle à manger avec les jeux de thé à la japonaise, et puis la chambre, et puis mon bureau, disons. C'est là que je fais ma recherche, voilà, pendant ces 14 ans. Donc, quand j'étais à la maison, j'étais malade, puis je me suis dit, bon, je passais beaucoup de temps à la maison, j'ai dit, bon, je vais chercher sur Internet des gens qui partagent un peu ma passion par l'architecture, par la décoration, et je suis tombé sur un forum à Internet où j'ai fait beaucoup d'amis, et un sujet justement qui revenait souvent, c'était comment faire pour distribuer un espace, comment faire pour, quelles sont les dimensions utiles des meubles. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, je vais commencer un peu à m'intéresser. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire des mesures. Voilà, parce que c'était quelque chose qui ne m'était jamais effleuré la tête avant. Donc, j'avais des livres d'architecture à la maison. Je me suis dit, je vais voir un peu ce qu'ils disent. Et les premiers livres que j'ai commencé à lire, c'était sur un auteur, sur Le Corbusier, qui était un architecte du XXe siècle. C'est une figure très importante dans l'architecture du XXe siècle. Et ce monsieur, il était architecte, il était théoricien aussi de l'architecture, il était urbaniste, et il a proposé plusieurs modèles humains, et dont notamment le plus connu, c'est le moduleur,
auquel il a donné une hauteur de 1,83 m. D'accord. D'accord. C'était un peu pour ce modèle qui a eu beaucoup de succès au XXe siècle. Et donc, il a donné une hauteur de 1,83 m, puis il a enlevé 2,26 m, et puis toute une série de valeurs, le nombril à 113, le pubis à 86. Donc voilà, ces modèles, il y a eu beaucoup de succès au XXe siècle. Mais pour moi, c'était pas pratique. Parce que moi, j'ai dessiné mes plans dans des feuilles à carreaux, et c'était pas des chiffres ronds. Donc alors, je me suis dit, bon, je vais faire plus simple pour moi. Je vais réduire ces 1,83 m, je vais dessiner tout simplement 1,80 m. Oui. Puis la main à hauteur 2,25 m, puis les pubis à 90, et puis voilà, ça me permet un peu de dessiner un petit bonhomme aussi, mais dans des feuilles à carreaux tout simplement. Donc voilà, c'était pratique, donc je me suis dit, bon voilà, je vais dessiner aussi l'homme de Vitruve de Leonardo, de même, avec cet écrit à carreaux. Et puis j'ai décidé de commencer à dessiner un peu ce petit bonhomme dans différentes positions et à faire des plans avec. Donc voilà, ça a eu un certain succès dans ces fronts de décoration parce que c'était très pratique. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser, voilà, à l'homme de Vitruve. Donc c'est là vraiment que Pardon, ça a sauté. Oui, je suis toujours là, moi. Voilà, donc le document de Leonardo, et j'insiste, c'est un document complet. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on a l'habitude, si vous regardez sur Internet différentes pages, où on voit souvent donc l'image dessinée de l'homme dans les carrés, de l'homme dans les cercles, d'accord? Oui. Mais ça, c'est juste une partie du document. Les documents, c'est une feuille rectangulaire où il y a les dessins, mais où il y a toute une série de notes écrites de Leonardo sur la manière dont il a dessiné ces tracés. Et il y a une ligne au pied du carré avec des marques de mesure et avec les mots Paine et doigt en italien. D'accord. Donc, on a l'habitude de représenter simplement les dessins, mais nous, philologues, on aime étudier les documents originaux. Donc, voilà, ce que je fais, c'est donc faire une copie exacte du document complet ou bien l'étudier. Bon. Alors, ce document, il est connu comme étude des proportions du corps humain. On les connaît aussi comme homme de Vitruve. Et Léonard de Vinci, il a fait environ en 1492. Donc, c'est un document qui est représentatif, disons, de la Renaissance. D'accord? C'est le début de la Renaissance. Il se conserve à Venise. Et on peut déjà se poser la question, pourquoi on l'appelle homme de Vitruve? Bon, alors, la réponse est très simple. Leonardo, il a voulu récupérer un modèle humain qui était décrit par un architecte romain de l'Antiquité, l'architecte Vitruve, dans une œuvre qu'on connaît comme les 10 livres d'architecture. Donc, Vitruve, il était architecte à l'époque de Jules César. Il a travaillé pour Jules César. Et quand il a pris la retraite, il a décidé de faire une œuvre où il pourrait expliquer les connaissances qu'il avait en architecture, qu'il avait acquises tout le long de sa vie. D'accord? Oui. Alors, pourquoi on l'appelle les 10 livres d'architecture? Tout simplement parce qu'il a développé ses connaissances dans 10 livres, disons. D'accord. Alors, on va voir un peu, on va pas faire long, mais bon, qu'est-ce que Vitruve nous dit dans son traité d'architecture, qu'on étudie toujours à l'heure actuelle, parce que c'est une œuvre majeure pour bien comprendre comment il construisait dans l'Antiquité. Dans les livres premiers, par exemple, il parle un peu d'architecture, des qualités de l'architecte. Dans les livres seconds, il explique comment avoir différents matériaux pour la construction. Dans les livres troisièmes, il explique les modèlements qu'il employait pour mesurer. Et il parle aussi dans d'autres livres de disposition des maisons, de comment trouver de l'eau et la conduire dans les villes, des machines. Donc voilà, c'est une œuvre majeure pour bien comprendre comment on construisait dans l'Antiquité. D'accord? D'accord. Mais comme il y a beaucoup d'informations, on va juste s'occuper du livre troisième pour voir un peu ce que nous dit Vitruve par rapport à ces modèles humains dont il parle. D'accord? Oui. Bon, alors, dans le chapitre premier, il explique un peu donc différentes unités qui se basent sur les corps de l'homme. Il explique différents modules. Et il explique 2 positions humaines qu'on appelle depuis toujours, enfin depuis cette époque, on appelle l'homme dans les carrés et l'homme dans les cercles.
D'accord? Donc, on va voir un peu ce que Vitruve nous dit. De manière très simple, il dit, pour l'homme dans le cercle d'abord, il nous dit qu'il faut placer un homme couché sur le dos, les mains et les pieds étendus, et donc, si on met un compas sur les nombrils, on peut tracer un cercle. Et ça, c'est une description écrite, il met ça par écrit, mais il n'y a pas d'image qui se soit conservée donc, de cette position humaine. Oui. Et c'est ça le début du problème. Aussi, Vitruve nous dit qu'on peut dessiner cet homme de nouveau dans un carré. Alors il nous dit, si on prend la mesure qui se trouve entre l'extrémité des pieds et le sommet de la tête, et qu'on la rapporte à celle des bras ouverts, on verra que la largeur répond à la hauteur, comme dans un carré fait à l'équerre. Donc, Vitruve, il explique par écrit l'homme dans le cercle et l'homme dans le carré, mais les images ne se sont pas conservées. Si on les avait faites, on ne les a pas gardées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À la Renaissance, justement, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont voulu récupérer ces dépositions humaines décrites par Vitruve et ils ont voulu les dessiner. Mais justement, les textes, souvent, on peut les interpréter de manière différente. Donc, nous avons par exemple un modèle de Francesco Di Giorgio en 1470, et il propose un homme voilà, dans une certaine position. Puis après, il y a un autre auteur, Giacomo Andrea de Ferrara, qui propose une autre position. Donc là, on a un peu en forme de Y, disons. Puis, nous avons Gioconde en 1511, qui propose déjà encore une autre position humaine différente. Et là, il emploie une grille à carreaux, justement, ça c'est intéressant. Et puis, Cesariano, donc encore un autre auteur, en 1521, propose, de nouveau avec une feuille à carreaux, propose une autre position humaine. Donc, nous avons toute une série d'auteurs qui ont voulu dessiner, disons, l'homme de Vitruve, et chacun a proposé un modèle différent. D'accord? Oui. Alors, le plus connu, Léonard de Vinci, voilà, il nous a laissé donc son document. Alors, comme c'est un modèle particulièrement beau, je pense, on a tous cru que Leonardo avait bien récupéré les modèles originaux de Vitruve. Mais on va voir que ce n'est pas le cas. Ok. D'accord? Oui. Et alors, voilà, je reviens à cette idée que nous avons un document complet. Donc, dans ce document, on a beaucoup d'informations. Donc, on a déjà ces dessins, donc un homme dans le carré qui forme un peu une position en T majuscule. Puis nous avons un homme dans un cercle qui forme un peu une position en forme de X. Nous avons les notes de Leonardo écrites où il explique comment il a dessiné l'homme dans le cercle. On va voir tout ça. Mm-hmm. Et on a une ligne au pied du carré où il y a des marques de mesure. Donc c'est une espèce de règle, disons, de l'époque. Et puis il y a les mots palme et doigt. Donc, il y a énormément d'informations. On va voir ça petit à petit. D'accord? Parfait, oui. Alors, on commence par l'homme dans les carrés. Oui. Qu'est-ce que Leonardo va nous dire par rapport à cette position humaine? Il nous dit la longueur des bras étendus d'un homme est égale à sa hauteur. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on peut l'inscrire dans un carré. D'accord? Oui. C'est cette position que nous connaissons tous. Et puis, il nous dit quelques rapports entre certaines unités. Il nous dit 4 doigts font une palme, 6 palmes font une coudée, 24 palmes font un homme. Donc voilà, c'était un peu les unités qu'on employait à l'époque. Et moi, j'ai marqué dans l'image, parce que à un moment donné, je me suis rendu compte que dans cette ligne en bas du carré, il y avait donc des marques de mesure. Et on voit donc cette unité de 6 palmes qu'on appelle le coudé, qui est marqué en bas, qui est marqué en vert à l'image. Et si on la rapporte en haut, qu'est-ce qui s'appelle coudé? C'est la distance entre l'articulation du bras et puis la pointe du doigt. C'est ça, donc entre le coude et le majeur, le doigt le plus long. Voilà, et l'extrémité du doigt, voilà, c'est ça. Donc là, c'est une longueur de 6 palmes, c'est ça qu'ils appellent coudé. Ok. Voilà. C'est très simple, et puis c'est bien marqué par Leonardo, la ligne est bien marquée donc afin qu'on puisse voir clairement donc, cette unité. Et puis, comme je m'occupais déjà, j'avais fait une copie exacte du document qui se trouve à Venise et que j'étais intéressé par les mesures, je me suis dit, je vais prendre une règle, je vais voir un peu
quelle est la valeur de cette ligne qui se trouve au pied du carré. Et là, j'ai une énorme surprise, parce que cette ligne, elle fait 180 mm. Ah oui, ça fait ça rapporte. Exactement. Oui. Proportion d'un homme, là. Oui. Alors, je me suis dit, c'est pas possible, puisqu'à l'époque, le système métrique décimal n'existait pas encore. Donc, comment est-ce possible qu'on ait justement cette valeur exacte? Bon, j'ai vérifié ça plusieurs fois, et j'avais bien mesuré, donc voilà, la valeur, voilà, elle était bonne. Mais bon, je me suis dit, comme dans les documents, il y a beaucoup d'unités qui sont dessinées par Leonardo, ben, je vais mesurer ailleurs, voir un peu si ça se répète. Donc, Leonardo nous dit que la tête fait 1/8 de la hauteur de l'homme. Ben, donc, je mesurais donc, la hauteur de la tête sur le dessin. Il fait 22 mm et demi. Ben, 8 par 22 mm et demi par 8, ça fait, de nouveau, ça fait 180. Oui, 180. Puis Leonardo nous dit que le visage, il fait 1/10 de l'homme. Ben, je mesure le visage dans les documents. Ben, de nouveau, 18 mm, donc par 10, ben, de nouveau, 180. Ouais. Donc, du coup, je me dis, apparemment, cela a été fait à l'échelle, parce que justement, c'est pour ça qu'il a marqué la ligne de mesure au pied du carré, et que donc, nous avons comme c'est déjà admis, c'est un modèle de proportion, mais apparemment, ça nous donne une valeur, ça nous permet d'avoir une équivalence de ces unités de l'Antiquité au système métrique décimal, parce que, en principe, le modèle n'est pas un modèle quelconque, mais ça correspond à un nombre d'1,80 m. Tout à fait. Je commence un peu à explorer avec cette idée en tête. Et j'étais prêt à mettre ça à la poubelle, si ce n'était pas le cas. Oui. Mais, donc voilà, je commence mon exploration. Puis bon, avec cette ligne au pied du carré, je dessine une grille sur l'image. Et puis toutes les lignes correspondent parfaitement avec les lignes qui sont marquées par Leonardo. Donc, du coup, je commence à relire les notes du document qui nous parle des proportions, mais appliquant donc la valeur de 1,80 m. Et voilà, donc l'homme en 4 palmes, dans cet écrit, ferait 1,80 m. La coudée, donc 6 palmes, ferait 45 cm. Chaque palme ferait 7 cm et demi. Oui. Et puis à partir de là, et c'est pour ça que j'ai marqué en rouge, j'essaie de trouver la valeur du doigt. Et donc, lorsqu'on fait la division, on se dirait, bon, puisque la palme fait 4 doigts, chaque doigt doit faire 1,875. Et j'ai marqué en rouge parce que cette valeur, qui est donnée par beaucoup de spécialistes, elle est erronée. Pourquoi elle est erronée? Parce qu'il faut tenir compte des unités qui sont plus petites que les doigts. Ça, personne ne l'a vu, mais il y a des auteurs dans les textes qui parlent de mesures qui nous disent que les doigts étaient divisés en des unités plus petites. D'accord. Donc, nous avons un auteur espagnol qui nous dit que les doigts étaient divisés en 4 grains d'orge, et les grains d'orge en 6 poils de chameau. Donc, vraiment, ils arrivaient à une précision magnifique. Et cela permet de comprendre que le doigt, il fait 1,8 cm, le grain d'orge fait 4 mm et demi, et puis les poils de chameau, 0,65 mm. Donc, il y a une précision, voilà, il y a une précision qui est au-delà de tout, là. Voilà, c'est absolument hallucinant. Et c'est surtout important, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, mais ça n'a aucune importance. Ben oui, parce que cela nous permet d'avoir la valeur correcte du doigt. Si on n'a pas la valeur correcte du doigt, lorsqu'on prend des textes historiques qui nous donnent des valeurs de mesure et qu'on n'applique pas la correspondance correcte, tous les calculs vont foirer. Oui, alors là, tout à fait, je suis complètement d'accord. Est-ce qu'on pourrait dire que chaque humain a ces proportions-là exactement? En fait, non. Et disons qu'à l'Antiquité, apparemment, ils ont compris qu'il fallait avoir un modèle officiel. Oui. D'accord? Donc, si on prend ces proportions à partir d'une personne plus haute, la longueur va être plus large. Et si on apprend sur ma personne que je suis plus petit, je fais 1,68 m, ma coudée va être plus courte. Donc, on a un problème du fait que les êtres humains, nous avons de différentes hauteurs. C'est ça. Alors, donc, c'est un étalon de mesure. Ce serait un étalon de mesure. Voilà. À un moment donné, ils se sont dit, il faut établir un modèle officiel, il faut les marquer sur des règles. Et c'est ça qu'ils ont fait. On va avoir des règles par la suite, des règles anciennes qui se sont conservées. Ils ont marqué donc ces modèles, disons, officiels sur des règles physiques.
Et c'est pour ça qu'on peut mesurer ces règles et arriver à comprendre la valeur qu'ils employaient. D'accord. Ok. Donc, finalement, ces modèles, comme on a la règle ici en dessous du carré, on peut les calculer, la valeur du modèle, de deux manières différentes. On peut faire 24 palmes et on aurait 1,80 m, soit on peut faire aussi 100 doigts, puisque chaque doigt fait 1,8 cm, on arrive aussi à la même valeur, 1,80 m. C'est ça. Donc, cette grille carrée permet énormément de divisions, permet énormément d'unités, permet énormément de modules. Et grâce au fait que nous avons maintenant une équivalence exacte, on peut mieux étudier les textes anciens qui expliquent comment ils mesuraient. Voilà, ça c'est un peu l'importance de la découverte. C'est ça, voilà, parfait. Donc, du coup, je suis passé, donc, maintenant que j'avais étudié un peu l'homme dans les carrés, je me suis dit, bon, je vais étudier l'homme dans le cercle. Oui. Et là, j'ai eu aussi de nouveau une surprise. Pourquoi? Parce que, on va voir les textes de Leonardo, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous explique comment il a tracé donc, la position qu'il dessine. Il dit, il faut ouvrir les jambes, il faut lever les bras au niveau de la tête, et l'espace entre les jambes sera un triangle équilatéral. Donc, Leonardo, il explique parfaitement comment il a dessiné sa position du cercle. Oui. Mais attention, Leonardo il nous dit qu'il faut placer un triangle équilatéral entre les jambes, mais Vitruve ne parle jamais de triangle équilatéral. Ok. On va voir un peu ce qu'il dit Vitruve. Vitruve, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il faut placer l'homme qui soit couché sur le dos, les mains et les pieds étendus, et vous pouvez tracer un cercle. Il ne dit pas qu'il faut ouvrir les jambes, il ne dit pas qu'il faut ouvrir les bras, il ne parle nulle part d'un triangle équilatéral. Donc la position qui était décrite par Vitruve est celle que je dessinais ici. Oui. Donc l'homme fait le diamètre d'un cercle tout le long. Oui. Et ce que nous avons, c'est que Leonardo il a voulu récupérer cette position, mais il a mal interprété le texte, il a proposé une position différente. D'accord. Et ça, c'est complètement nouveau, parce que c'est, je pense, la première fois dans l'histoire qu'on a enfin la position correcte qui était décrite par Vitruve. Oui, oui, oui. Qui n'est pas celle qui a été dessinée par Leonardo. Voilà. Ça, c'est une complète nouveauté. Enfin, c'est un peu risqué. Il y a des gens qui m'ont dit, attends, tu es en train de dire que Leonardo s'est trompé. Quelque part, oui, il était un génie, mais il était humain. Donc, il a lu Vitruve et il a fait une proposition qui finalement n'est pas la position originale. C'est ça. En tout cas, oui, ce n'est pas celle de Vitruve. Voilà, c'est ça, ce n'est pas celle de Vitruve. Les textes de Vitruve, il explique une position qui n'est pas celle qui est représentée par Leonardo da Vinci. Une position et Vitruve une autre position différente. Oui, tout à fait. Donc finalement, quel serait l'homme de Vitruve? Vitruve, il décrit deux positions humaines. Donc l'homme dans les carrés, donc, qui fait 100 doigts, donc 1,80 m, et puis l'homme dans le cercle. Ce diamètre de ce cercle que j'ai mesuré aussi donc sur ma copie, il fait 128 doigts, donc 230-40 cm. Donc nous avons les deux positions peuvent s'expliquer grâce à la grille anthropométrique qui est récupérée par Leonardo. Voilà. Donc ça serait le vrai homme de Vitruve. L'homme dans les carrés qui était expliqué par Vitruve et l'homme dans le cercle qui était expliqué par Vitruve. C'est ça. C'est ça. Donc là, je me suis dit, bon, ça c'est tout à fait nouveau. Peut-être que ma copie du document n'est pas bonne. Alors j'ai eu la chance qu'en 2013, il y a une exposition à Venise du document. Alors que ce que j'ai fait, j'ai eu la chance qu'une amie a voulu m'accompagner parce que voilà, j'étais pas en bonne condition de santé, je ne pouvais pas voyager tout seul. Mais elle m'a accompagné, on est allé à Venise. Et vous voyez, je suis tout content parce que voilà, j'ai mesuré donc la ligne au pied du carré et effectivement, elle fait 180 mm. Mais je ne m'attendais pas à avoir un document aussi petit, en fait. Donc c'est un peu comme la Joconde. Bah oui, je m'attendais à avoir, tu sais, un plan d'architecte, une grande planche, et là je vois en fait c'est tout petit. Oui, c'est tout petit. Je peux peut-être vous montrer ma copie après, mais vous savez, ça fait un peu plus grand qu'une page A4. A4. Oui.
mais ça n'attend pas une feuille à 3. C'est ça. Donc c'est vraiment, c'est pas énorme. Hein, Non, c'est pas non, énorme. non, non. Donc voilà, et à ce moment-là, je me suis dit, bon voilà, ben, j'ai trouvé un peu j'ai enfin compris donc l'explication de Vitruve comme il faut. J'aurais pu arrêter ma recherche à ce moment-là. Voilà, j'avais un peu donc étudié ces textes, j'avais un peu trouvé l'équivalence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que à cette époque, donc 2011-2013, on a publié ici en Espagne un livre très intéressant, un spécialiste de l'Université de Grenade, qui s'intitule Méthodologie historique dans l'inscription de l'Égypte. Alors ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a étudié les travaux des scientifiques français qui sont allés avec Napoléon en Égypte. Donc ces scientifiques français ont étudié un peu le monsieur égyptien de l'Antiquité. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a traduit ces travaux des Français en espagnol. Voilà. Donc j'ai lu les livres, il m'a semblé très intéressant. Je commençais déjà à m'intéresser un peu au monsieur ancien. Je me suis dit, ah bah tiens, un livre qui parle de monsieur en Égypte. Ben, j'ai décidé de l'acheter et de commencer à l'étudier. D'accord. Alors, quelle a été ma surprise? Dans l'introduction, on parle d'un grand spécialiste de monsieur ancien, Gaetano de Santis, un auteur qui a étudié tout ça en 1930. Et ce monsieur, il a dit une phrase qui est très connue de la discipline. Voilà, il a dit la métrologie n'est pas une science, c'est un cauchemar. Oui. Moi, ça m'a surpris parce que je me suis dit quel est le problème. Et apparemment, lorsque là j'ai commencé un peu à lire beaucoup de travaux sur le monsieur l'ancien, mais apparemment c'est un domaine où il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires. Et je me suis dit, bah tiens, bah, peut-être que avec cette équivalence que j'ai trouvée avec le modèle correct, bah, je peux peut-être trouver une solution à ces cauchemars et puis il peut y donner une explication simple de comment mesurer dans l'Antiquité. Oui, donc le problème que Gaetano met en avant ici, il a l'air de dire qu'en fait les monuments ne correspondent pas tous au même étalon. Voilà. C'est ça. Pourquoi il a dit ça? Parce que j'ai compris après, Gaetano de Santis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié beaucoup de mesures anciennes, mais au Moyen-Âge. Et alors, au Moyen-Âge, c'est très compliqué. Moi, ça me coûte aussi beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que, disons que lorsqu'on remonte dans le temps, en Égypte, en Grèce, à Rome, on avait les systèmes, donc ces modèles humains qui étaient décrits par Vitruve, il était intact, il était parfait, donc l'Antiquité c'est facile, mais lorsqu'il y a eu la chute de l'Empire romain, bah, tout a foiré, il y a eu énormément de branches différentes qui sont nées en Europe, alors Gaetano, il a voulu étudier les mesures au Moyen-Âge, et là c'est vraiment compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'il a dit ça, que c'est un cauchemar. Donc moi, ce que je me suis dit, bon, je vais commencer depuis le début, je vais aller en arrière le plus possible, pour arriver à l'origine et puis suivre le parcours historique, voir un peu si avec ces nouveaux points de vue, ben, j'ai réussi un peu à résoudre le problème. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Et d'abord, donc voilà, je vous mets ici dans cette diapo ces 5 travaux que j'ai étudiés, mais vous imaginez, le long de 14 ans, j'ai étudié énormément de travaux. Oui, oui, je me doute. J'ai lu tout ce qui est tombé sous ma main en rapport avec les mesures anciennes. Donc ici, je mets justement tout simplement 5 documents fondamentaux. Donc le premier, c'est un travail d'un Américain qui étudie les tablettes sumériennes. Donc on est au début de l'histoire, d'accord? Et sur ces tablettes sumériennes, le sumérien il s'explique comment il mesurait. Et ce monsieur il nous dit qu'on trouve des mots comme coudé, palme, doigt, etc. C'est ça. Donc apparemment, déjà à Sumer, on avait déjà ce système de mesure qui est expliqué par écrit. D'accord. Et donc je me suis dit, bon, je vais voir un peu ce que je trouve en Égypte. J'ai commencé à étudier les travaux de savants français qui sont allés en Égypte avec Napoléon. Et ma surprise, et là j'étais très content, je dois vous dire, il y a un spécialiste qui a étudié les mesures égyptiennes en 1809, M. Pierre-Simon Girard, il met par écrit les modèles humains qu'on a plongés en Égypte pour mesurer correspondent à un nombre d'1,80 m. Ça se dit déjà depuis 1809, ce monsieur il l'a mis par écrit. Sauf qu'apparemment, ça a passé inaperçu. Ok. Puis après, j'ai étudié donc, les livres d'architecture de Vitruve dans différentes éditions. J'ai étudié les notes du document de Leonardo. Oui.
Et pour vous, donc, cet autre travail, c'est un spécialiste espagnol qui nous indique les unités plus petites que les doigts qui sont fondamentales pour bien faire les calculs. C'est ça. Et ce monsieur Magora, il dit, dans la couverture de son livre, il dit l'homme est l'unité de mesure de la Terre et la Terre est l'unité de mesure de l'univers. Donc ça veut dire quoi? L'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est la correspondance, la loi de correspondance avec l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est ça? Voilà. Voilà, Vitrou, il explique qu'ils employaient ça dans l'architecture pour le bâtiment, mais cet autre monsieur, il me dit qu'ils employaient aussi dans la géographie et dans l'astronomie. Donc ils avaient un système de mesure qu'ils employaient pour tout mesurer, aussi bien les bâtiments que son entourage. C'est voilà. Ça. Alors après, je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas de règles anciennes qui se sont conservées? Ben, il y en a pas mal. Donc je commence à étudier quelques-unes. Ici, je vais vous mettre de nouveau quelques-unes, tout simplement. La première image en haut, la règle de Nippur, c'est le premier étalon de l'histoire qui se conserve dans un musée. C'est une barre métallique du XXVIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc on est vraiment au tout début de l'histoire. J'ai marqué les deux intervalles centrales. Cette longueur, elle fait 45 cm. Donc nous avons, dans cet étalon, dans les premiers étalons de l'histoire, nous avons déjà la coudée qui est marquée. Oui. Physiquement, on peut la mesurer et c'est la valeur exacte. En bas, nous avons une règle égyptienne qui se conserve au musée du Louvre. Donc ici, c'est une règle en bois. Et on peut regarder de gauche à droite, il est marqué un doigt, 2 doigts, 3 doigts, puis la palme. Donc toutes les informations sur ces modules humains sont marquées en hiéroglyphe sur cette règle égyptienne. Donc l'information ne s'est pas perdue. Elle reste toujours dans des textes ou dans des règles. Oui. Et là aussi, c'est une règle, c'est le musée égyptien de Turin. Je suis allé là-bas parce qu'il y avait plusieurs règles qui se conservent, donc je suis allé là-bas pour les étudier. C'est une règle, c'est dans les tombeaux d'architecte K, donc c'est un architecte égyptien. On trouve cette règle en bois. C'est une règle de nouveau de cette palme, mais qui peut se plier en deux. Et on a aussi conservé le tui en cuir, parce que c'était l'instrument de travail de cet architecte, et donc il est porté dans un étui en cuir pour pouvoir travailler. Ça fait un peu le maître ruban de voilà. C'est ça, oui, c'est comique. Exactement. Voilà, disons qu'une règle de 7 palmes, ça fait très long, donc ils ont décidé de faire en 2 parties, et puis voilà, c'est plus facile à porter. C'est ça. Et à côté, nous avons, ça se trouve, c'est la table de mesure de Leptis Magna. Leptis Magna, c'était une ville romaine. Et cette table de mesure, donc c'est une pierre, il y a marqué plusieurs modules de mesure. Ça se trouvait dans les marchés. Parce que voilà, c'était là où il fallait bien mesurer l'étoile ou autre. D'accord? Oui. Donc on a 3 modules. Les modules du centre, c'est un module de 4 palmes et ça fait 30 cm. Donc voilà, il suffit d'aller chercher les règles anciennes, puis il suffit de mesurer donc, les unités et on trouve les équivalences et c'est tout le temps le même modèle. Et puis finalement, voilà, dans les documents, Leonardo, qu'est-ce qu'il a fait? La ligne qui est en bas donc, de ce carré, c'est une ligne qui fait 10 doigts. Et comme les doigts, il fait 1 cm,8 la ligne complète de 10 doigts, il fait 18 cm, c'est ce que je mesurais à Venise. C'est ça. Donc finalement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que cette phrase de Protagoras, donc le philosophe classique Protagoras, qui disait l'homme est la mesure de toutes choses. Oui, sauf que l'homme, il fait 24 palmes dans son système et l'équivalence dans notre système à nous, ça correspond à 1,80 m. Tout à fait. Donc c'est grâce à cette équivalence qu'on peut comprendre comment il faisait. Grâce au modèle humain, grâce à l'étude de texte et grâce à l'étude des règles. Et là, de nouveau, j'aurais pu dire, bon voilà, j'ai tout compris, donc j'arrête ma recherche, mais je me suis dit, bon, si j'appliquais ça en architecture, et que moi j'adore l'architecture, donc je vais essayer un peu d'étudier un bâtiment, ou plusieurs bâtiments, et
Voilà, je vais vous expliquer un peu. Ça, c'est un peu cette section de cet exposé, c'est la Grande Pyramide, puisque c'est un bâtiment que je pense que nous aimons tous. Oui, tout à Voilà, fait. c'est une merveille de l'Antiquité, c'est un bâtiment incroyable. Donc voilà, je me suis dit, bon, je vais voir un peu ce que je peux trouver. Alors, c'est une merveille de l'Antiquité, c'est la seule qui reste debout à l'heure actuelle, que je sache. Et elle est en Égypte, sur le plateau de Gizeh, donc près du Caire. Et puis, si on regarde un peu dans l'image, on peut voir la hauteur, les gens qui sont au pied du bâtiment. Le monument, il est impressionnant. Hein, parce que voilà, quand on compare la hauteur du public à la hauteur du bâtiment, c'est quelque chose d'incroyable. Oui. Et on se pose déjà beaucoup de questions concernant la construction en tant que telle. Et puis on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des mesures qui étaient très particulières qu'on retrouvait dans les pyramides. D'ailleurs, c'est grâce à Mathieu Lavaux que nous avons eu contact ensemble, pour nos auditeurs qui l'ont déjà vu. Ah, d'accord. Oui, sinon, voilà, justement, vous dites, c'est un bâtiment, on se pose beaucoup de questions sur la construction. Moi, suivant un peu le schéma que j'avais proposé au début, donc projet, et puis processus de construction, et puis le résultat, moi, disons que ma recherche peut apporter des réponses à toute cette première partie, donc au projet. Donc, ça, on va voir maintenant, donc un peu comment, s'il y avait un plan de la Grande Pyramide, comment on a pu tracer le plan, comment on a pu faire, disons, voilà, d'abord un plan en 2 dimensions et puis un plan en 3 dimensions. C'est un peu ce que j'apporte grâce à ma recherche. Donc justement, on va voir d'abord, ici je vous ai mis une image, c'est une coupe verticale, disons, du bâtiment, pour voir un peu les éléments principaux. Donc le numéro 1, c'est un peu l'entrée originale, d'accord. Puis il y a ce qu'on appelle le couloir descendant, qui mène à la salle souterraine, ce qu'on appelle la chambre souterraine ou chambre du chaos, qui est sous le plateau de Gizeh. C'est vraiment le bâtiment, il a une partie souterraine qui est excavée sous le plateau de Gizeh. Et puis, à un moment donné, à partir du couloir descendant, et à un moment donné, il y a un couloir qui monte, qui conduit à ce qu'on appelle la chambre de la reine. Oui. Et puis aussi, on a la grande galerie qui conduit à ce qu'on appelle la chambre du roi, où se trouve le sarcophage du pharaon Khéops. Donc ça, c'est quoi? C'est le numéro 5, ça, hein? C'est ça, on est bien d'accord. C'est le numéro 5 qui est le... La chambre de la reine, oui, voilà, la chambre de la reine, c'est le numéro 7 et la chambre du roi, c'est le numéro 10. Voilà, c'est ça. D'accord, voilà. d'accord. Donc voilà, ce sont un peu les 3 salles principales. Et là, j'ai marqué à gauche en rouge, parce que moi, ça m'a surpris. Il marque donc une échelle et il marque 50 mètres. Oui. Mais nous sommes en présence d'un bâtiment égyptien. On ne peut pas l'expliquer dans le système métrique. On est bien d'accord. Avec les mesures qui employaient les Égyptiens. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui, tout à fait. Et voilà, donc je passe encore une autre diapo. Là, j'ai marqué, si vous voulez, ce bâtiment, il a été étudié par beaucoup d'archéologues, notamment en 1883, il y a un archéologue anglais, Flinders Petrie, il est allé en Égypte, il est allé au plateau, il a mesuré donc les 3 pyramides avec les instruments qui étaient réglés à mesure anglaise. C'est ça. Donc il a proposé que la base faisait 440 coups de royal et puis la hauteur de 180 coups de royal. Mais ça, j'ai marqué en rouge, pourquoi? J'ai dit tout le temps, ces données, cette proposition qui est faite par Petrie en 1883, qui est toujours répétée par les égyptologues, et chers messieurs, c'est une proposition d'un archéologue anglais en 1883. Ce n'est pas une proposition égyptienne. Oui, tout à fait. C'est une traduction, c'est une vision par quelqu'un d'autre, oui. Voilà, c'est une proposition faite en 1883. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'aller chercher les données historiques, parce que c'est un bâtiment de l'Antiquité. Il y a beaucoup d'auteurs classiques qui ont mis par écrit les mesures du bâtiment. Donc, autant aller étudier les sources les plus proches de l'époque. Oui. D'accord? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on va faire, voilà, donc pour les données historiques, nous avons
Hérodote, donc un grec il est connu comme le père de l'histoire, d'accord. Qu'est-ce qu'il nous a dit par rapport à la Grande Pyramide? Parce que c'était un bâtiment connu à l'époque, donc il connaissait les mesures. Il nous dit la Grande Pyramide, elle est carrée, donc il fait référence là à la base donc, du bâtiment, c'est une base carrée. Il dit elle fait 8 mètres de largeur. Donc il est en train de nous donner les côtés du carré de la base. D'accord. Donc lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, bon, 8 lettres, d'accord, mais je ne savais pas. Oui, j'ai une clé, mais je ne sais pas quelle est la valeur d'un plâtre. Donc là, j'avais un problème. Oui. Donc j'ai continué à étudier, puis j'ai trouvé un autre auteur, Héron d'Alexandrie, qui donne une longue liste d'unités de mesure de l'époque égyptienne. Et il explique qu'un plâtre fait 100 pieds royaux. Attention, ce n'est pas les pieds du corps humain, c'est le nom d'un module donc de cette grille. Et puis ensuite, il nous dit un pied royal fait 4 palmes ou 16 doigts. D'accord. Donc à partir de là, je me suis dit, bon voilà, j'ai toutes les données pour récupérer donc la dimension correcte. Alors j'ai fait les calculs, les doigts fait 1 cm,8 cm. Ces fameux pieds royal, il ferait 16 doigts, donc 28 cm 80. Les plâtres, c'est la même valeur mais en mètres, donc 28 mètres 80 cm. Et puis, la base de la Grande Pyramide, les côtés, fait une plâtre, donc on aurait 230 mètres. Voilà. Donc, nous sommes en train d'appliquer le système qu'ils employaient, et lorsqu'on a l'équivalence grâce aux règles qui se sont conservées, nous pouvons avoir l'équivalence dans notre système métrique en nous. D'accord. Voilà, c'est ça. Là, on a des mesures précises. Voilà, là on a des mesures précises. Donc là, je me suis dit à ce moment-là, bon voilà, j'ai le côté de la base carrée, mais pour faire le plan du bâtiment, il me faut la hauteur. Parce que cette donnée-là, je ne l'avais pas. Donc j'ai continué un peu c'est un peu comme un casse-tête, hein, j'ai dû chercher un peu les données partout et puis les rassembler, d'accord. Donc j'ai trouvé, c'est un livre d'un grand spécialiste canadien, mathématicien, qui a étudié tous les modèles qu'on a proposés pour la Grande Pyramide, pour expliquer la forme du bâtiment, parce qu'il y en a eu pas mal. Hein. Alors, ce monsieur nous donne toute une série de valeurs du bâtiment, donc et puis il propose un modèle qui correspond, d'après lui, au modèle correct. D'accord. Donc, il nous dit pour la base, il nous dit de 130-40 mètres. Donc voilà, ça correspond à 12 800 doigts. On a l'équivalence, c'est bon. Il nous parle de la diagonale de la base, 325 mètres 80. Oui. Ça, on peut aussi l'expliquer en doigt, parce qu'il faut tout ça, il faut l'expliquer non pas en système métrique, mais il faut l'expliquer dans les systèmes que les Égyptiens employaient. Donc là, de nouveau, on a 18 100 doigts. Et ça donne exactement la valeur métrique qui a proposé cet spécialiste. Et puis finalement, là, j'ai eu la chance, puisque le bâtiment est érodé, il nous dit la hauteur originale était de 186 mètres 60. Ben voilà, ça peut s'expliquer aussi en doigts. Donc on aurait 8145 doigts, ça donne la hauteur 146,61. Donc grâce à ce spécialiste canadien, j'avais en fond toutes les données, oui, et je pouvais les expliquer dans le système égyptien. Voilà, donc là c'est la correspondance réelle. Voilà, là c'est l'équivalence. Donc grâce à ce fait que nous avons les modèles humains qui se conservaient et que nous avons les règles, nous pouvons faire une conversion d'un système à l'autre. Voilà. Tout à fait. C'est comme si on traduisait du français à l'espagnol, si vous voulez. Ben, c'est un peu la même chose. On traduit donc du système ancien à notre système métrique. Mm-hmm. Et puis ce monsieur aussi, il nous explique un peu que les modèles corrects de la pyramide, il faudrait donc prendre la base carrée, diviser la demi-diagonale en 10 parties, et si on prend 9, on aurait la hauteur. Donc voilà, il nous donne une clé pour pouvoir faire les tracés géométriques du bâtiment. Donc ça, c'était déjà pas mal. Et puis j'ai eu la chance qu'une amie m'a envoyé, et elle savait que j'étais en train de faire des recherches sur le sujet. Elle m'a dit, écoute, j'ai trouvé quelque chose qui va t'intéresser. Et m'a envoyé ces textes. C'est un emblème, c'est un auteur, ce n'est pas un égyptien, hein, c'est un auteur européen du XVIIe siècle.
qui a écrit toute une série de livres, notamment La fuite de Atalanta. Donc, c'est un ensemble de 50 emblèmes. Un emblème, c'est un texte court qui est écrit un peu de manière codée, disons. Oui, oui, oui. Et à côté, une image faite par un graveur qui essaie de représenter un peu, de dessiner ce qui est dit par le texte. D'accord? Oui, tout à fait. Donc, je me suis dit, bon, j'ai commencé à lire un peu ce texte, c'est dit, avec le mâle et la femelle, faites un cercle, puis faites un carré, puis un triangle, faites enfin un autre cercle, et vous aurez la pierre des philosophes. Et là, je me suis dit, attends, c'est pas possible, mais est-ce qu'on n'est pas en train de nous donner, d'une manière codée, d'explications de comment tracer le plan de la Grande Pyramide? Parce que le mâle et la femelle, c'est l'homme et la femme. Tout à Et fait. l'homme, c'était la mesure de beaucoup de choses. C'est ça. Et puis, on nous parle d'un cercle. Et puis, il parle d'homme dans un cercle. On nous parle d'un carré. Et on a vu l'homme dans les carrés. La courbe verticale de la Grande Pyramide, c'est un triangle. Et puis, finalement, la pierre des philosophes, ben, la Grande Pyramide, c'est une énorme pierre qui est sur le plateau de Gizeh. Ouais. Donc, je me suis dit, bah, je vais voir un peu tout ça, je vais explorer un peu. Si je ne trouvais rien, bah, j'aurais mis de côté. Mais bon, je me suis dit, on va un peu explorer la chose. Et je me suis rappelé du coup de cette image qui est vraiment magnifique. C'est un gravé qui ont fait des scientifiques français qui sont allés avec Napoléon en Égypte. C'est ce qu'on appelle le zodiaque de Dendera. Oui. Donc, c'est quoi exactement? En Égypte, il y a toute une série de temples. Et parmi ces temples, on trouve... on voit beaucoup de ce qu'on appelle les plafonds astronomiques. Donc, il y a un temple à Dendera, et dans ce temple à Dendera, on a ces plafonds astronomiques qu'on appelle le zodiaque de Dendera. Pourquoi? Parce que dans le centre, dans le cercle qui est dans le centre, il y a toute une série de constellations qui ont été représentées par les Égyptiens. Ça a été étudié par des égyptologues, ça a été étudié par des astronomes. Donc, ce zodiaque qui est gravé en pierre, ben, les Français l'ont pris, aujourd'hui il est au Louvre. Et moi, c'était beaucoup plus clair de prendre donc une planche de la description de l'Égypte où il dessine donc ces zodiaques. D'accord? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces zodiaques? Bon, on a le cercle central où il y a toutes les constellations, mais nous avons aussi un carré parfait, d'accord? Nous avons des dieux masculins dans les côtés, nous avons des déesses féminines dans les diagonales, nous avons les quatre coins qui sont coupés comme des triangles, et puis à droite, nous avons une figure féminine qui est la déesse Nut, qui est une déesse importante de la culture égyptienne. Alors, je voulais juste, si je peux me permettre, revenir donc sur Michael Mayer, qui était considéré lui comme un alchimiste. Hein, c'est pour ça qu'on parle de pierre philosophale. Ouais. Donc c'est bien quand même de le souligner. Ouais. C'est que malgré tout, ces connaissances qui semblent être très mathématiques sont quand même en lien avec l'alchimie. Hein, c'est assez surprenant. Oui, en fait, moi, j'ai expliqué ça dans une interview qu'on m'avait faite ici à Cadix, dans une chaîne locale en 2018. Moi, j'ai l'impression que dans l'Antiquité, ils avaient réussi à faire un corpus de connaissances qui était complètement connecté. Oui, mais alors entre nous, oui, mais entre nous, ça voudrait dire en fait que la civilisation n'allait pas en augmentant au niveau de ses connaissances, on a été en régressant au niveau des connaissances, comme s'il y avait eu des resets de la connaissance. Oui, il y a beaucoup de choses qui malheureusement, historiquement, se sont perdues, évidemment, et voilà, oui, c'est ça. Quelque part, mon travail, c'est un peu d'essayer de récupérer un peu tous ces morceaux qui sont là, quelque part, qui sont restés, et puis un peu d'essayer de comprendre comment ils faisaient, quoi. C'est ça. Mais évidemment, malheureusement, il y a beaucoup d'informations qui se sont perdues. Oui, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Et notamment, suite à la chute de l'Empire romain, ben, les systèmes anciens de mesure qui étaient très clairs et très nets, ben là, c'était au Moyen-Âge, c'est impossible, quoi. C'est hyper compliqué. Et c'est suite à cette perte de connaissances, justement. C'est ça, comme s'il y avait eu une envie, comme si on avait caché des informations. Au Moyen-Âge, il y aurait eu comme s'il y avait eu une régression au Moyen-Âge, comme un reset. Oui, il y a eu des choses qui se sont perdues, d'autres qui se sont conservées. Il y a
Voilà, c'est un peu, oui, bah, c'est connu, hein, le Moyen Âge. Voilà, il y a des très belles choses, mais il y a aussi une grande perte de beaucoup d'informations par rapport à l'Antiquité, évidemment. Tout à fait. C'est ça. Et donc, ah oui, voilà, Maillère. Donc voilà, oui. Donc là, donc le zodiaque de Dendera, donc on a donc, ces carrés, puis ces cercles, puis ces images masculines, féminines. Et nous avons donc à droite la déesse Nut. Et je me suis dit, bon, c'est un personnage important donc, de la culture égyptienne. Pourquoi? Bah, parce qu'elle fait partie d'un mythe de création du monde. D'accord? Les Égyptiens avaient plusieurs mythes qui expliquent un peu l'origine de l'univers. Et j'ai pris ici notamment ces mythes, c'est les mythes de Geb, Shu et Nut. J'ai expliqué très simplement, vous pouvez trouver des informations sur Internet, c'est un mythe magnifique, c'est très beau. Mais quelle est l'histoire un peu que ces mythes nous racontent? On nous explique que le dieu Ra, il a créé donc l'univers, il a créé plusieurs dieux aussi, et notamment donc il a créé 3 personnages principaux, c'est les dieux Geb, qui est le dieu de la terre. On peut voir ici en bas de l'image, et c'est un dieu qui va se coucher tout le long, d'accord? Oui. Il va prendre sa position, mais finalement il va se coucher tout le long, comme si c'était le diamètre d'un cercle, d'accord? Donc ce dieu Geb de la terre, il tombe amoureux de la déesse Nut, qui est la déesse de la voûte céleste, justement, qu'on voit ici, c'est un arc, d'accord? C'est un arc qu'elle forme, donc comme si c'était un demi-cercle. C'est ça, et on voit les étoiles sur le corps. Voilà, Geb et Nut, ils veulent faire l'amour, et Ra se rend compte que c'est un problème parce que s'ils font l'amour, toute sa création qui est entre les deux, parce qu'il a créé Ra, il a créé les plantes, il a créé les animaux, il a créé les hommes. Si Geb et Nut font l'amour, ils vont détruire sa création. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il demande au dieu Shu, qui est le dieu de l'air, de s'interposer entre les deux et de les séparer, ne pas permettre qu'ils fassent l'amour. D'accord. Donc on a trois dieux, donc le dieu Geb, c'est le dieu de la terre, le diamètre, le dieu Shu, qui est le dieu de l'air, serait, disons, quelque part un rayon, et puis la déesse Nut, qui fait un arc, qui est la voûte céleste. Et voilà. Donc c'est le dieu Ra, tous les jours, il se lève du côté de l'Est, il prend c'est ce qu'on appelle la barque solaire, oui. Et puis il navigue sur le dos de Nut, donc, et puis finalement, au coucher, il continue son parcours à travers l'enfer, et puis le lendemain, il ressort du côté de l'Est de nouveau pour continuer sa route. C'est en fait l'idée du premier calendrier. Voilà, il y a une idée donc d'une certaine explication astronomique donc du monde, si vous voulez. Et d'ailleurs, il y a un côté symbolique, mais voilà, je vous présente un peu cette image. C'est un photographe espagnol qui fait des photos magnifiques. Je vous conseille de regarder sa page web. Voilà, ce mythe, quelque part, il est en train de représenter de manière symbolique la réalité. Parce que nous avons donc la Terre, le sol, voilà. Puis les dieux de l'air, ce serait l'atmosphère, donc ça serait les dieux Shu. Et puis la déesse Nut, c'est la voie céleste qui est arquée la nuit, voilà, sur nos têtes. Quoi. Tout à fait. Donc, quelque part, nous avons une représentation symbolique d'une réalité qui voyait dans le monde réel, si vous voulez. Oui. Alors, bon, avec tout ça, je me suis dit, bon, je vais essayer un peu, avec tous ces éléments, de proposer comment ils ont pu faire un tracé donc du bâtiment. Alors, je suis revenu donc au zodiaque de Dendera, je me suis mis à étudier ça à fond, et puis la première idée que j'ai eue, c'est de bien orienter l'image, parce que, voilà, le dieu Ra, il naît au côté est, et puis il se couche au côté ouest. Tout à donc, fait. il faut déjà orienter bien la déesse, d'accord, parce que sinon, elle n'est pas bien placée. Et puis, là, je me suis dit, bon, dans ce zodiaque, nous avons un carré parfait, donc je me suis dit, et si ce carré parfait
que nous avons là, c'était en train de représenter la base carrée de la grande pyramide. Oui. On va explorer un peu cette idée. Donc, si c'était le cas, les côtés de la base, les côtés de ces carrés, ça ferait 12 800 doigts, donc 230-40 mètres. Bon. Et puis, je continue à regarder ces zodiaques, je vois un peu ces dieux masculins qui sont dans les côtés, et je me suis dit, bon voilà, peut-être ils sont en train de marquer la division de ces grands carrés en 4 petits carrés égaux. Et puis, je regarde un peu les déesses égyptiennes des diagonales. Elles reposent sur 4 triangles qui sont dans les coins. Et je me suis dit, bon, si je marque la diagonale, donc je n'ai pas la diagonale complète, parce qu'elle est coupée par les triangles du coin, ce que j'ai là, c'est justement cette indication qui nous donnait ces spécialistes canadiens. Cette ligne fait 9 dixièmes de la mi-diagonale. D'accord. Donc les éléments commencent un peu à correspondre. Et là, je me dis, bon, voilà, là c'est un tracé géométrique, mais cette ligne, elle fait combien? Je fais donc le calcul sur la grille anthropométrique qu'ils employaient. Ça correspond exactement à 8145 doigts, ce qui nous donne comme équivalence la hauteur théorique que ce spécialiste canadien nous donne pour la grande pyramide. C'est la hauteur de la... C'est la hauteur, ça. C'est la hauteur du bâtiment. D'accord. Elle est marquée sur la base, mais c'est la hauteur du bâtiment. D'accord? Oui. Alors là, je me suis dit, bon, j'ai déjà les 2 données principales, donc le côté de la base et puis la hauteur qui est marquée sur le sol. Avec ça, je peux essayer de faire un tracé géométrique. Oui. Puisque pour ce projet, on a une certaine mesure et puis un tracé géométrique. Donc on va explorer un peu la chose. Donc là, je fais un tracé avec un programme qui m'a passé un ami mathématicien, donc GeoGebra, qui permet de faire des tracés géométriques. Donc j'ai marqué un peu le carré donc, de la grande pyramide, ça serait la base. Je marque le centre. Je marque non pas la diagonale complète, mais 9 parties de la diagonale, donc 9 dixièmes, ce qui est indiqué par ce spécialiste canadien. Oui. Et pour là, je me dis, bon, j'ai un carré, et l'emblème 21, ils me disent qu'il faut faire un cercle. Donc voilà, je vais tracer un cercle. Et puis, puisque j'ai un cercle, je vais tracer les diamètres et les rayons. Et là, je commence un peu à voir donc, les mythes égyptiens. Tout à fait. Parce que nous avons, donc, la ligne verte, ça serait les diamètres, ça serait le dieu grec de la terre. La ligne bleue, c'est les rayons. Le dieu Chou, c'est les dieux de l'air. Et puis, nous avons la demi-circonférence, c'est la déesse Nut, qui est arquée sur le ciel. Et puis, après le parcours du soleil, on aurait donc la circonférence complète. Oui. Alors là, je me dis, bon, ces diamètres, ils coupent le carré en 2 points. Et si j'ai fait la connexion de ces points et que je ferme mon tracé, j'ai la coupe verticale de la grande pyramide. Oui. Ça correspond parfaitement, l'angle des pentes, voilà, donc on a toutes les données. Et bien là, je me rends compte, voilà, ça c'est un plan en 2 dimensions. Mais les bâtiments, c'est un objet géométrique en 3 dimensions. Et aussi, l'emblème 21, il me dit qu'il faut tracer un 2e cercle. Parce qu'ici, nous avons un cercle, mais il nous dit qu'il faut un 2e cercle pour tracer la pierre des philosophes. Ok. Donc, je me suis dit, bon, j'avais travaillé cette même idée, mais en 3 dimensions. Donc voilà, je dessine donc la base carrée de la grande pyramide avec la diagonale qui n'est pas la diagonale complète, donc c'est 9 dixièmes. C'est la hauteur, donc je fais un cercle. Et puis, on peut marquer le diamètre et les rayons, et on peut dessiner les triangles de la coupe verticale de la grande pyramide, on peut la dessiner au sol, sans problème. Et là, je me dis, bon, voilà, oui, mais il faut lever les bâtiments, il faut ériger les bâtiments, donc il faut, voilà. Et là, on a le 2e cercle, et on peut commencer à lever la coupe verticale, on la met debout. Et là, on a finalement donc les carrés de la base mesurés en doigt, et puis la hauteur aussi marquée en doigt. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Marquer donc les 4 faces de la pyramide, et puis après, les processus de construction, et on a le résultat final.
qui est toujours donc, sur le plateau des Gizeh comme témoin magnifique des capacités architecturales de nos anciens. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Donc voilà, toutes les données ont été là. Enfin, heureusement, il y a beaucoup de données qui sont perdues. Mais lorsqu'on retrouve par petites bribes, par-ci, par-là, des indications, celles qui sont restées, bah, on peut réussir à comprendre comment ils sont faits. Ouais. Enfin, on m'a demandé quand même 14 ans de travail, mais finalement, heureusement, petit à petit, bah, les pièces du casse-tête se sont mis petit à petit à sa place. Et puis finalement, voilà, je pense que c'est une explication assez simple. Elle est hyper plausible. Mais alors maintenant, moi, j'aimerais bien revenir sur Leonardo da Vinci. Est-ce que tu peux te dire qu'il puisse s'être trompé de manière à s'être fourvoyé, ou est-ce que ce serait plutôt volontaire? Parce que voilà, on s'est déjà posé des questions sur Da Vinci. Il cachait des choses volontairement. Oui, moi je pense que ce qu'il faut retenir surtout, parce que c'est vrai que dire qu'il s'est trompé. Ça me semble quand même fou, ça. Ça me semble fou que cet homme qui avait vraiment une analyse très pointue, je veux dire, de certaines choses, est-ce qu'il n'a pas fait exprès justement de noyer le poisson pour ne pas qu'on ait ces mesures? En tout cas, ce qu'on doit lui remercier énormément, c'est que par le fait que le carré il a bien marqué, et par le fait qu'il a marqué en bas cette ligne avec les mesures, ben, il nous a donné une clé fondamentale pour bien comprendre. Exactement, mais parfois, oui. Ça, c'est le principal. Pour les cercles, ben, peut-être qu'il a proposé un cercle différent, mais pour les carrés, cette ligne, elle est précieuse, parce que sans cette ligne, je n'aurais jamais compris l'équivalence. Donc, oui, mais pour quelqu'un d'initié, alors. Merci, hein. Oui, mais parce que tu es quelqu'un de plus initié. Je veux dire, tu étais initié au texte ancien. Tu avais cette possibilité effectivement de rechercher, puisque c'est ton métier quand même d'aller analyser des textes anciens, qui t'ont donné l'opportunité de retrouver les traces. Mais je vais dire, volontairement, on sent qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la personne initiée qui cache sous une œuvre et qui dévie peut-être une connaissance. Moi, je ne peux pas imaginer qu'un homme de cette culture et de cette connaissance qui a pu recevoir des informations via l'éther pour créer des choses comme les hélicoptères, etc., quand on sait qu'il avait déjà toutes ces formules, etc., n'a pas sciemment. Mais c'est vrai qu'il reste beaucoup à étudier parce que évidemment la figure de Leonardo il a été tellement prolifique, il a touché à tellement de domaines. Moi j'ai énormément de matériel ici à la maison et on finit jamais, hein. Il y a des études qui sortent tout le temps, des nouveautés, des nouvelles découvertes parce que c'est une figure absolument incroyable. Donc il reste beaucoup encore à découvrir, ça c'est sûr et certain. Ouais. Voilà, on a eu des petits problèmes d'ordre informatique avec Louis, donc nous allons reprendre la partie numéro 3 et on va faire les petites corrections puisqu'on profite comme ça. Donc dans la partie A, on avait parlé que c'était Mathieu Lavaux, mais c'est Éric Lessa qui t'a mis en contact avec moi, Louis. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour faire le petit message à Éric Lessa et le remercier pour cette mise en contact. Alors, donc, la fois dernière, on avait parlé déjà de tout ce thème sur ce que tu avais appris sur l'homme de Vitruve, sur l'application qu'on en faisait au niveau des mesures des pyramides. Et alors, ici, on était sur la troisième partie qui est le parcours historique. Alors, entre-temps, tu m'as dit que tu avais un petit problème informatique, donc on a mis 2 adresses mail. Donc, il y a l'adresse avec .a et l'adresse, est-ce que c'est bien écrit? Oui, avec .2. Donc, en attendant que tu récupères, évidemment, les mails sur ta bonne adresse. D'accord, c'est ça, exactement ça. C'est bon pour... J'y arrive, hein. Alors, en espérant que tout est bien pour la connexion. Et alors, je rediminue un peu mon micro parce qu'il est un peu fort, voilà. Et on est reparti pour un tour. Je mets à l'écran la suite et je vais mettre d'ailleurs ça en plein écran, comme ça nous, hop, et je vais faire le travail ici aussi pour qu'on voit bien clairement. Voilà, parfait. Suite. Voilà. Merci Louise. Attendez un instant parce que là, c'est parti un peu pour moi. J'essaye de mettre du côté, là, voilà.
Donc oui, c'est bon. Donc voilà, comme tu as très bien dit, on avait fait une première partie où j'avais expliqué un peu donc comment ma recherche, j'avais mené ma recherche. Donc ma découverte sur ces documents de Leonardo, puis un peu la constitution donc du système de mesures anthropométriques qu'on employait dans l'Antiquité. Puis dans la deuxième partie, on avait fait un peu une application pratique dans les domaines d'architecture. Et on a décidé de choisir la Grande Pyramide parce que c'est un bâtiment que j'adore et que je pense que tout le monde aime beaucoup. Et puis finalement, maintenant, on arrive donc à la troisième partie, c'est le parcours historique. Donc un peu, on va voir l'histoire des mesures. Donc depuis l'origine, depuis l'apparition de l'homme donc sur notre planète jusqu'à notre époque actuelle, donc 21e siècle déjà. Donc, et là, je veux qu'on retienne comme image cette image d'un arbre. Pourquoi? Parce que c'est un peu le schéma que je vais suivre dans cet exposé du parcours historique. Alors, à l'origine des temps, disons, lorsque l'Homo sapiens est apparu donc sur notre planète, il paraît ils ont créé un système de mesure, le corps humain comme base d'un système de mesure. Non, là, c'est... Attendez, parce que là, on a passé à la deuxième. Il faut rester toujours dans l'arbre. Voilà. Voilà, c'est bon. Ouais, voilà. Donc, on va expliquer d'abord ça et puis après, on va faire petit à petit. Voilà. Donc, en principe, il paraît qu'à l'origine des temps, on a dû créer ce système de mesure anthropométrique. Alors, l'homme, il a dû prendre ce qui était le plus proche de lui, que son propre corps, le corps humain. Ils ont créé donc un modèle idéal d'homme. Donc, c'est ce modèle qu'on vient de voir qui est resté jusqu'à l'époque de Leonardo, qui lui, il l'a récupéré et puis il l'a dessiné. Et puis, ce modèle humain était l'unité centrale d'un système de mesure anthropométrique. Donc, cela a dû être créé, on ne sait pas exactement à quelle époque, mais à Sumer, déjà, on a des traces écrites donc, qui expliquent un peu cet écrit d'unité humaine. Et puis, cela s'est transmis comme un tronc commun, donc le long de l'Antiquité, on a les mêmes systèmes de mesure à Sumer, en Égypte, chez les Phéniciens, à Grèce et à Rome. Donc ça, c'est quelque part la grande nouveauté de ma recherche, parce qu'avant, on croyait que chaque culture de l'Antiquité avait un système différent, et moi ce que j'ai pu découvrir, ça a été la grande surprise, disons, c'est qu'il y a un système commun qui est partagé par toutes ces cultures de l'Antiquité qui étaient connectées, disons, à travers la Méditerranée, d'accord. Puis après, justement, ce qui s'est passé, c'est que après la chute de l'Empire romain, donc le territoire de l'Europe s'est divisé en différentes régions. Et là, on arrive justement au Moyen-Âge. Et de ces troncs communs qui s'est maintenu jusqu'à l'Empire romain, il est né différentes branches. Donc, c'est pour ça que nous avons donc des mesures à Castille, à Aragon, en France, en Italie, un peu partout en Europe, qui ne coïncident plus entre elles. Et donc, c'est un peu ce cauchemar que nous disait Gaetano de Santis, parce que le Moyen-Âge, c'est très compliqué à étudier. D'accord? Puis, cette diversité de mesures s'est continuée tout le long du Moyen-Âge et tout le long de l'époque moderne. Et on a pris conscience des problèmes de ce fait d'avoir différents systèmes de mesures. Et on s'est dit, au début de l'époque contemporaine, écoutez, il faut créer de nouveaux systèmes communs pour éviter un peu tous ces problèmes. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de prendre comme étalon notre planète, donc la Terre, et puis on a mesuré la planète, on a créé une nouvelle unité de mesure centrale qui est le mètre, et à partir de là, le système métrique décimal en entier, qui est le système que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un peu pour le parcours général. Donc on va voir petit à petit, on va commencer par la préhistoire déjà. Et là, qu'est-ce que nous avons à la préhistoire? Oui, voilà, c'est bon. À la préhistoire, déjà, il y a un problème pour moi, philologue, c'est que nous n'avons pas évidemment de texte écrit. Donc là, je ne peux pas travailler sur des textes. Et il ne s'est pas conservé non plus que je sache des étalons de mesure préhistoriques. Donc, quel est l'effet, disons, le plus important de cette période? C'est l'apparition de l'Homo sapiens, parce que c'est à partir des proportions du corps humain de l'Homo sapiens qu'on a dû créer les modèles humains qui s'est conservé jusqu'à Leonardo. Là, c'est bon. Alors donc, à la préhistoire, c'est des mesures qui se basent sur l'homme, qui mesurent plus ou moins. C'est ça, c'est l'apparition de l'Homo sapiens. Donc, à partir des proportions du corps de l'Homo sapiens, on a dû créer donc, les modèles humains. Et moi, j'ai été très content lorsque je lu ce livre, Lady Sapiens. Je ne me rappelle plus le nom des auteurs. Mais à un moment donné, j'ai pu lire
au Paléolithique supérieur européen, Homo sapiens mesurait en moyenne 1,80 m. Donc voilà, c'est exactement la valeur que l'on trouve dans les documents de Leonardo. Donc là, évidemment, comme à la préhistoire, on n'a pas beaucoup de textes. Moi, j'aime mieux l'Antiquité, parce que là, philologue, je peux commencer déjà à travailler. Donc, on va voir un peu 5 cultures très importantes dans l'Antiquité. Et d'un côté sumer, donc avec ces constructions magnifiques, ce sont les ziggourats sumériens. L'Égypte, avec les pyramides qu'on aime tous. Puis Gadir, donc les Phéniciens, Cadix, ma ville, donc de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis la Grèce, avec le Parthénon, et puis Rome, l'Empire romain. D'accord? On va voir un peu petit à petit ces 5 cultures fondamentales. Donc, pour Sumer, qu'est-ce que nous avons? Déjà, nous avons les travaux de Powell qui nous dit que dans les tablettes sumériennes, il apparaît par écrit donc des unités de ces systèmes de mesure. On parle de la coudée, on parle de la palme, on parle du doigt. Donc voilà, c'est déjà écrit dans les tablettes sumériennes à l'origine de l'histoire. Puis nous avons déjà des étalons physiques, donc comme la règle de Nippur du XXVIIe siècle avant Jésus-Christ, où apparaissent des unités de ces systèmes. Et puis évidemment, pour faire des ziggourats, pour faire une construction de ce type, il faut un système organisé, établi, qui est partagé par toute la communauté des gens qui travaillent pour pouvoir mener à bien ce travail. D'accord? Donc ça, c'est Sumer. Donc on a déjà toute œuvre, puis on passe en Égypte. Et là, qu'est-ce que nous avons? De nouveau des textes. Donc le mémoire sur les nilomètres de l'île d'Éléphantine et les mesures égyptiennes, qui a été écrit par Père-Simon Girard en 1809, lorsqu'il est allé avec Napoléon en Égypte. Et ce messier, il a apporté là-bas donc des instruments de mesure, et puis il a mis par écrit déjà en 1809 le modèle humain qu'on emploie en Égypte comme unité centrale de mesure, c'est l'homme, et il fait 1,80 m. Donc voilà, c'est déjà mis par écrit depuis 1809, sauf qu'apparemment à l'époque ça a passé inaperçu. Et nous avons aussi des règles égyptiennes. Oui, pardon. Voilà. Et des règles égyptiennes où il y a marqué des unités de mesure, comme le doigt, la palme et autres. Et puis, évidemment, on a donc le mesure, il est employé pour la Grande Pyramide, mais aussi pour beaucoup d'autres bâtiments tout le long de l'Égypte. D'accord? Et une autre culture, c'est les Phéniciens. Et là, on arrive un peu à ma ville, à Cadix. Donc, à l'époque des Phéniciens, c'était Gadir. Et là, on a les travaux donc d'archéologues de la ville qui ont fouillé les sites archéologiques Gadir, où on a retrouvé des maisons de l'époque phénicienne, et ils ont pu établir que la largeur de mur de ces maisons, la valeur, c'est 7 palmes. Donc, apparemment, ces maisons étaient faites déjà aussi avec cet écrit et des mesures basées sur les corps humains. Et aussi, si vous visitez la ville, je vous invite évidemment d'aller visiter les musées archéologiques où il y a les sarcophages phéniciens qui sont les joyaux de notre musée. D'accord? Et puis, nous avons quoi? La Grèce. Là, c'est déjà, on a les fameux canons à 8 têtes, donc qui correspond à ces modèles humains aussi. Nous avons la célèbre phrase de Protagoras, l'homme est la mesure de toutes les choses. Donc voilà, là, on ne peut pas dire ça plus clairement. Et nous avons des travaux de plusieurs spécialistes sur l'Acropole, donc à Athènes, et en particulier sur le Parthénon. Et là, c'est intéressant parce que je trouvais donc sur les plans de ce spécialiste Nicolas Balanos, il a fait des plans magnifiques donc de toute l'Acropole. Et les mesures donc de la façade du Parthénon entre les axes des colonnes, ça fait 28,80 m. Donc c'est de nouveau cette unité, le plâtre qu'on avait déjà trouvé à la Grande Pyramide. Donc on a les mêmes unités aussi bien en Égypte qu'ici à la façade du Parthénon en Grèce. Et puis finalement, évidemment, après la Grèce, on arrive à Rome. Donc là, qu'est-ce que nous avons comme texte? Cette œuvre magnifique, donc les 10 livres d'architecture de Vitruve, où il explique donc le modèle humain et ce système de mesure qu'il employait. Et il nous dit aussi que ça, évidemment. Et bon, on employait ces systèmes dans l'Empire, on l'employait partout, d'accord, dans les théâtres, dans les voies romaines. Là, j'ai choisi en particulier un pont, le pont romain de Alcantara. Pourquoi? Parce que ce pont, il se trouve de l'autre côté, disons, de l'Europe.
donc dans la frontière entre l'Espagne et le Portugal, plus ou moins. Et on peut voir que, je pris le travail d'un spécialiste qui nous dit, l'arcade la plus large de ces ponts, ben, il fait 28 mètres 80. Donc, de nouveau, nous avons des mesures les plus lettres, qui est aussi à Rome, mais de l'autre côté de la Méditerranée par rapport à la Grande Pyramide. Donc, c'est la preuve, je pense, que ils avaient tout le long de la Méditerranée, ils avaient tous le même système de mesures. C'est pour ça qu'ils pouvaient bien faire du commerce entre eux, parce que voilà, ils avaient un système de mesures commun. Bon, alors là, qu'est-ce qui se passe? Les empires ne durent pas éternellement, donc au Moyen-Âge, justement, ce tronc commun qui s'est bien maintenu jusqu'à l'époque romaine, ça va s'effondrer. Et donc, à partir de ce tronc commun, on va avoir différentes branches dans les différentes régions européennes. Donc, nous avons le royaume de Castille, le royaume d'Aragon, le royaume de France, l'Italie. Chaque région, il va y avoir des branches différentes qui ne coïncident plus entre elles. Donc là, je vais voir un peu deux modèles, des exemples que nous trouvons ici en Espagne. Donc, d'un côté, au royaume d'Aragon, il y avait ce qu'on appelle la vara d'Aragon. Et là, j'ai mis une photo, c'est la vara de Jaca, qui est marquée sur une cathédrale à cette ville d'Espagne, à la ville de Jaca. Et cette vara, elle fait environ 77 cm. Mais nous avons, du côté donc du royaume de Castille, une autre unité qui est marquée donc, sur une place d'un marché. C'est la vara de Zafra, donc c'est le même nom, c'est le nom vara se maintient, mais là, c'est une autre longueur différente. Ça fait 83-58 cm. Donc voilà, c'est une preuve qu'à partir d'un tronc commun unitaire qui s'était maintenu jusqu'à Rome, là, nous avons donc deux unités qui s'appellent de la même manière et qui ne font plus les mêmes longueurs. Voilà, ça, c'est le grand problème pour le Moyen-Âge. Et comme vous m'aviez posé des questions par rapport aux mesures anglaises, donc voilà, aux mesures anglaises, ça, cette diapo, je l'ai faite pour vous. Voilà, à la demande. Ça passe, merci. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons dans l'image, donc dans la photo? C'est les unités de mesure anglaises qui sont marquées donc, en Angleterre, c'est à l'observatoire de Greenwich. Et sur cette plaque métallique, il y a marqué 3 unités de mesure. Enfin, on a plusieurs, mais on va citer le principal, c'est le yard anglais, donc, qui fait 81-44. Le foot anglais, donc ce qu'on appelle les pieds, qui ne correspond pas vraiment à un pied humain, donc c'est juste le nom de l'unité. Le foot qui fait 30-48, et puis le inch, ou pouce anglais, qui fait 254. Donc, on peut se demander d'où viennent ces mesures. D'ailleurs, c'est à partir de ces mesures qu'on a créé ces modèles. Le Corbusier, il a créé son modulor qui faisait 182,88 cm. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu ça. Dans le système anthropométrique original, donc dans la grille de mesure, cette grille carrée que nous avons vue, on a une unité qu'on appelle pied. C'est un module de 16 doigts. Et ce module, il fait 28,80. D'accord? Donc, si on prend 6 pieds, donc là, ces modules, plus un quart de ces modules, nous arrivons exactement au modèle de 1,80 m. Donc là, c'est un rapport très simple qui était dans la grille originale. D'accord? Et puis, à partir de ces modèles de 1,80 m, si on le divise en deux, on a 90. Si on divise ça en 4, on a 30 cm. Et si on divise de nouveau en tiers, on a le tiers des palmes, c'est 250. Donc, tout ça, c'est la grille, disons, originale. D'accord? Et ça arrive jusqu'à l'Empire romain. Bon, à un moment donné, en Angleterre, il y a dû avoir une variation, parce que dans chaque partie du territoire européen, c'était des variations différentes. Donc, qu'est-ce que nous avons en Angleterre? On a dû partir de ces mêmes pieds, donc, qui fait 28,80. On a ajouté aussi un quart. Donc, en principe, on devrait avoir 180 cm, pardon. Et puis, on a ajouté un dixième. Et c'est pour ça qu'on arrive à cette valeur de 182,88. Et donc, les mêmes divisions qui étaient faites dans la grille originale, on a commencé à les faire à partir de cette nouvelle valeur. Et donc, là, on divise en deux. On a le yard anglais. On divise de nouveau en 3, on a ces pieds anglais qui ne fait plus 30, mais 30,48. Et puis, on a le pouce anglais qui ne fait plus, mais 254.
Donc, C'est ça. il y a une variation dans le système original et puis à partir de là, tout a changé. On a tout un nouveau Alors, système. est-ce que ce serait dû aux colonisations? Ben non, puisque Là, c'est... je dois vous dire que le Moyen-Âge, c'est vraiment très compliqué. Donc, je suis encore en train d'étudier. Et j'ai trouvé des règles anglaises qui se conservent dans les musées. Je suis toujours en train de les étudier parce que je ne sais pas exactement à quel moment ces changements d'un système à l'autre se produisent. Donc, je ne sais pas certainement à quelle époque ça a pu arriver. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à ma recherche. Je dois dire souvent, écoutez, il y a beaucoup de choses qui sont déjà établies, mais c'est un travail en cours, donc il y a encore des choses qui doivent justement, je dois encore travailler. Et d'ailleurs, je cherche un peu à faire connaître ce travail pour, j'espère un jour pouvoir faire une équipe multidisciplinaire et puis travailler avec d'autres spécialistes et puis pouvoir un peu répondre à toutes ces questions qui sont encore en attente de réponse. Voilà. Donc là, un peu, c'était donc un exemple, le mesure anglais, c'est un exemple d'une branche qui est née donc du système original, mais qui n'est plus exactement identique. D'accord? Et on peut voir que ça se conserve encore aujourd'hui. Donc, évidemment, les mesures, ça a une longue vie, hein, ça traverse les temps. Et puis, aujourd'hui, ces unités, elles sont toujours en Angleterre. Hein, elles sont nées plus ou moins au Moyen-Âge, aujourd'hui en Angleterre. Donc, ça fait long quand même. Et donc, bon, voilà, on va passer là à l'époque moderne. Donc, qu'est-ce que nous avons à l'époque moderne? Tous ces différents systèmes de mesure qui sont nés au Moyen-Âge, ils se sont continués tout le long de l'époque moderne. Donc, dans chaque pays européen, on avait différents systèmes de mesure. Et on a eu, c'est vrai, pendant l'époque moderne, les expéditions océaniques. Donc, ça a permis d'améliorer donc, les instruments de mesure, ça a permis de faire des meilleures cartes, ça a permis d'améliorer l'astronomie et la météorologie. Mais les différents systèmes de mesure en Europe, c'était toujours un problème. Parce qu'à l'heure de faire des conversions, c'est toujours compliqué. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de l'époque moderne ou au début de l'époque contemporaine, on a pris conscience de ces problèmes et on a décidé, justement, on s'est dit, bon, on va faire un nouveau système de mesure, on va essayer qu'il soit commun pour tout le monde, parce que c'est la seule manière un peu d'éviter ces problèmes de conversion entre les différentes mesures que nous avons en Europe. Donc, on a créé en France, environ en 1709, on a créé le système métrique décimal. Et on a donc mesuré la Terre, le méridien. Ça, c'est un travail qu'ont fait les Français, magnifique. Et à partir donc du dimension de la Terre, on a établi le mètre et puis le système métrique décimal avec toutes les unités inférieures, donc centimètres, millimètres et autres. Et moi, les unités supérieures prennent les kilomètres. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Voilà. Et sinon, pour finir, disons, actuellement, au XXIe siècle, juste encore une petite question, Louis. Alors moi, ce qui me semble super étonnant, c'est les 10 000 mètres carrés qui sont pile poil 10 000 mètres carrés pour la circonférence de la Terre. Et je me dis, pourquoi pas 10 132 ou... Tu comprends? Oui. Je veux dire, c'est comique. Hein, ça, c'est une valeur qu'ils ont conservée. Qui vient d'où, cette valeur-là? Rien du tout. Oui, au fait, ce qu'ils ont fait, ça a été un peu particulier parce que d'abord, ils ont établi les systèmes. D'accord? Ils se sont mis d'accord, ils se sont dit, bon, il faut créer un nouveau système. Alors, on va mettre de côté ces unités basées sur l'homme parce que c'est compliqué. À l'époque, c'était le bordel. Donc, vraiment, on dit, on va mettre de côté l'homme, on va mesurer la Terre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On s'est dit, bon, on va d'abord établir le système. Alors, ils se sont dit, bon, on va mesurer donc le méridien, on va diviser exactement un 40 millions, et cette unité, on va pas les mettre. Et puis, on a aussi décidé de faire des multiples de 10, parce qu'avant, c'était pas pareil. Avant, c'était pas comme ça. Donc, on s'est dit, bon, le mètre et puis les divisions, on va les faire de petit à petit en 10. Et puis, pour les unités supérieures aussi, on va les augmenter de 10 en 10. Donc, tout ça, ça a été mis à l'avance. Donc, une fois qu'ils ont établi de manière théorique donc, ces systèmes, ils se sont dit, bon, maintenant, puisque tout va partir du méridien, il faut qu'on aille mesurer le méridien. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont envoyé plusieurs équipes. Donc, le français, c'était d'un côté Méchain et d'un autre côté Delambre, parce qu'il y avait plusieurs propositions. Hein. On avait, les Anglais, ils avaient proposé de mesurer les méridiens qui passaient par Londres, parce que pour eux, c'était plus pratique. Mais les Français ont dit non, écoutez, on va mesurer un méridien qui passe par la France. Nous, on a ici l'Observatoire de Paris, donc on va mesurer les méridiens de Paris. Voilà. Donc, ils ont fait ça chez eux, si vous voulez. Et ils ont envoyé donc ces messieurs, ces spécialistes, Méchain et Delambre, qui ont mesuré donc depuis les côtés nord de la France à Dunkerque
jusqu'à Barcelone, donc 2 mesures qui soient au niveau de la mer. Et à partir de là, donc, ils ont calculé ou estimé, disons, la circonférence de la Terre et ils ont déduit les mètres. C'est vrai que 40 000 kilomètres, c'est pile poil. C'est comique, hein, c'est pile poil. C'est bizarre. Je veux dire, c'est vraiment très. C'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, on ne nous ment pas que sur les mesures, enfin, qu'on ne nous raconte pas que des conneries sur les mesures, c'est qu'il y a d'autres choses qui nous. Et alors, moi, ce qui est encore quelque chose où je suis un peu interpellée, je me permets, hein, on parle du système qui a été créé vers, donc environ 1789, mais c'est la Révolution, ça. Donc, c'est quand même toujours les mêmes qui sont venus mettre un peu le bazar. Oui. Mettre un peu le bazar dans ce qui s'est passé dans la suite de l'histoire. J'ai mis cette date parce que c'est une date facile un peu à retenir. Je pense que c'est un peu plus tard. C'est peut-être en 92. Enfin, je ne suis pas certainement sûr. Donc, on est dans cette période-là, quoi. Mais oui, c'est cette période-là. Et il y a eu quelque chose d'important par rapport à la Révolution. Au fait, il y a eu des choses qui ont joué dans cette idée d'avoir un nouveau système. D'abord, il y a eu les paysans dans les cahiers des doléances à la Révolution. Ils se plaignaient que la diversité des systèmes de mesure qu'il y avait en Europe et aussi en France, parce qu'il n'y avait pas un seul, il y en avait plusieurs, ça facilitait beaucoup le fait d'avoir des problèmes de fraude. Donc, ils se sont dit, écoutez, il faut régler ça parce qu'avec tellement de mesures, c'est la fraude tout le temps et nous, on porte tout le temps le préjudice de ces problèmes. Donc, il faut faire un système commun. Et puis, d'autre part, il y a eu les scientifiques européens qui commençaient déjà à travailler en connexion les uns avec les autres. Ils ont compris, ils se sont dit, écoutez, je fais une expérimentation, je le fais, mon étude, je le fais en Angleterre, mais puis après, si j'ai des unités de mesure en Angleterre et que je veux communiquer avec un collègue français, là, mon collègue français, il a d'autres unités de mesure. Et donc là, c'est un problème aussi pour les scientifiques, si vous voulez. Et donc, il y a eu ces deux facteurs qui ont joué. D'un côté, le peuple, et puis de l'autre côté, les scientifiques, qu'on a fait qu'avoir des différents systèmes, c'était compliqué. Et c'est ça qui a fait qu'on a mis en marche donc, cette idée de faire un système commun. De fait, la phrase à l'époque, c'était une unité de mesure pour tous les temps, et pour tous les hommes et pour tous les temps. Donc, l'idée, c'était d'avoir un système, disons, universel. Ça a été en France, mais puis petit à petit, par des négociations politiques, ça s'est un peu étendu à toute l'Europe et puis finalement à toute la planète. OK. Et aujourd'hui, on ne parle déjà plus donc de systémétrie décimale, on parle de, pardon, je passe ma diapo, voilà, on parle donc de système international, justement parce que c'est le système qui est employé dans toute la planète. Donc, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui au XXIe siècle? On a tellement progressé dans la technologie et dans la science que dans l'Antiquité, il y avait le savant grec Ératosthène qui a été capable de mesurer la Terre, d'estimer la circonférence de la Terre depuis l'intérieur de la Terre. Il a fait ça en Égypte et il a mis ça par écrit. Mais aujourd'hui, nous faisons différemment parce que nous avons tellement avancé que ce que nous faisons, nous envoyons des satellites à l'espace et nous mesurons la Terre, mais depuis l'extérieur de notre planète. Donc, c'est déjà une avancée majeure. Et on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes capables, on a tellement avancé que nous sommes capables de mesurer l'univers depuis les niveaux des atomes, ce qui est déjà incroyable, jusqu'au niveau des galaxies. Et finalement, on est capable de mesurer tout l'univers. Donc, vraiment, on a progressé énormément. Voilà. Et je ne sais pas ce que, dans le futur, peut-être qu'on va continuer à avancer dans ces domaines, mais pour l'instant, au parcours historique, je vais finir là parce que le futur, je n'ai pas une boule de ah ben non, on n'a pas la boule de cristal. Voilà. OK. Donc, voilà, c'est un peu le parcours. Là, on a fait tous les parcours donc, de l'histoire des mesures. Et je voulais justement vous offrir, pour les gens qui seraient intéressés dans ces sujets, on peut trouver plus d'informations parce qu'évidemment, ça, c'était juste la base de mon travail de recherche, mais ça fait 14 ans que je travaille sur le sujet, donc j'ai énormément de matériel. J'ai mis 3 liens. Le premier, c'est les liens à mon livre, mais il est en espagnol, donc peut-être que pour les auditeurs, ce ne sera pas trop pratique. Donc, j'ai mis 2 autres liens. Orside, c'est une plateforme donc, de chercheurs où j'ai mis quelques articles. Mais sinon, la page où il y a presque 200 articles sur le sujet, il y en a des articles en espagnol, mais il y a aussi des articles en anglais et en français. C'est ma page Academia, donc ma page personnelle. Et c'est là un peu qu'il y a le plus gros de ma recherche.
depuis des articles, disons, généraux, où j'explique un peu tout ce parcours, où j'explique les systèmes anthropométriques. Et puis, il y a aussi des articles spécifiques, par exemple, dédiés aux pyramides ou dédiés à l'Égypte ou aux mesures en France. Voilà, là, il y a il y a énormément de matériel. Donc, les gens qui voudraient un peu lire un peu mes travaux, ils peuvent les y trouver. Aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés, il y a qu'à me contacter sur ma boîte mail. Voilà, je ne suis pas tout le temps en forme du fait de mon problème de santé, mais j'essaie de répondre un peu à tout le monde dans la mesure de mes possibilités. Donc voilà, je suis à disposition. Ok, alors on va remettre comme il faut l'adresse mail, enfin les 2 adresses mail, alors comme on a dit. Voilà. Comme ça, ceux qui veulent te contacter, c'est soit avec louiscastano.1 ou louiscastano.2@hotmail.com. Donc n'hésitez pas à contacter Louis, c'est avec plaisir qu'il répondra. Mais tu m'as en fait au départ contacté, donc là c'est les informations que tu m'as offert ici et qui sont vraiment hyper intéressantes, et un grand merci pour le travail que tu as fourni, qui était vraiment très pédagogique et vraiment agréable à écouter, parce que malgré que tu n'es pas dans ta langue natale, toutes les explications étaient vraiment très claires et je te remercie vraiment. Mais au départ, quand tu m'as téléphoné, il y avait une autre raison enfin, il y avait une raison supplémentaire, c'est que ce travail, en fait, malheureusement, a l'air de poser problème à certains scientifiques qui ne veulent pas du tout plébisciter ton travail. Et donc là, peut-être nous expliquer un peu ce qu'il en est. Oui, si vous voulez, je fais une autre diapo après la dernière, où je parle un peu de l'accueil donc de mon travail et puis de la diffusion. Donc, ok, alors je repars de l'autre côté. Oui, je vais la remettre de l'autre côté. Hop. Voilà. Et alors là, hop. Attends, comme ça, on comprendra un peu mieux tout ce qui s'est passé depuis donc ma découverte et puis la situation disons actuelle. Voilà, j'ai intitulé Accueil et diffusion. Oui. Donc, si vous voulez, voilà, ma recherche elle a commencé en 2011. Ça sera visible. Hein. Voilà. Voilà. Donc, alors, je vous explique un peu. J'ai fait ma découverte donc, sur le document de Leonardo, c'était en 2011. Et puis, évidemment, comme j'ai fait mes études ici à Cadix, à l'université de Cadix, j'ai voulu contacter à travers un ami qui était prof de latin. Il m'a dit, écoute, tu dois parler avec des profs d'histoire. Donc, il m'a mis en contact avec un professeur de l'université. Et j'ai eu une réunion avec lui en 2012. Donc, ces messieurs, là, je ne me rappelle plus le nom. D'ailleurs, il est à la retraite maintenant. Mais tout de suite, il m'a dit, écoutez, vous avez fait ici une découverte majeure et je vous propose de faire une thèse avec moi. Parce que le parcours historique que vous proposez, il est vraiment clair, il est vraiment net. Donc, il m'a proposé de faire une thèse avec lui. Quel est le problème? Je comprends, c'est le parcours habituel, d'accord? On fait une thèse de doctorat et puis après, on fait donc des articles qu'on publie dans des revues d'impact de premier niveau. Ça c'est le parcours habituel. Mais à l'époque, en 2012, j'étais déjà à la retraite par mon incapacité, donc mon problème de santé, je n'ai pas d'énergie, je dors beaucoup d'heures dans la journée, je ne suis pas souvent frais dans ma tête. Donc, j'ai dû lui dire, écoutez, pour faire une thèse, il faut d'abord faire des cours de master avec des horaires normaux. Pour moi, dans ma situation de santé, c'est impossible. Voilà, je n'arrive pas à faire une normale. Je comprends le parcours habituel, mais pour moi, c'est pas faisable. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, comme je ne peux pas suivre ces parcours habituels, je vais faire connaître un peu mon travail de manière qu'il soit à ma portée. Donc, j'ai commencé un peu à parler de ça à la presse en Espagne, à la radio, à la télé. J'ai fait des conférences dans des congrès, par exemple. J'ai fait mon livre en 2023, toujours dans le même but de faire connaître mon travail. J'ai fait une exposition à Séville en 2024 dans une bibliothèque, un peu expliquant tout ce qu'on vient de voir. Et là, heureusement, j'ai eu la chance qu'en 2017, très près de ma ville, on a célébré le 6e congrès espagnol de métrologie. Donc, j'ai contacté les responsables de ce congrès. Je leur ai expliqué, écoutez, voici ma recherche. Et ils m'ont dit, d'accord, ils ont vu que le matériel était bon. Et ils m'ont dit, écoutez, venez faire une conférence au congrès pour expliquer un peu votre découverte. Donc, là, c'était en 2017, pardon. Là, c'est très bien passé. C'était une semaine de congrès très, très agréable. Mais finalement, ça n'a pas eu de suite. Donc, on m'a dit, oui, c'est important, mais ici en Espagne, on a du mal à faire que les choses bougent du moment que tu ne suis pas le parcours habituel. Donc, en 2019, j'ai vu
sur le net, je me suis dit, bah tiens, je parle français, donc je vais essayer de faire connaître mon travail en dehors de l'Espagne, mais je vais voir un peu du côté de la France qu'est-ce que je trouve. Donc je fais une recherche sur le net et j'ai vu qu'il y avait un groupe d'historiens archéologues qui se disaient ouverts aux nouvelles propositions sérieuses. Donc je me suis dit, bah, je vais contacter ces gens pour leur demander de l'aide afin de faire connaître mon travail, pour attendre les spécialistes finalement, parce que ce n'est pas un travail pour moi, c'est un peu pour des gens qui puissent un peu étudier les bâtiments ou autres grâce à mes découvertes. Donc, d'abord, j'étais bien accueilli. On m'a demandé de faire une vidéo pour expliquer tout ça. Donc, je fais ma conférence au congrès en Espagne, je l'ai faite en français. Voilà, j'ai fait une version en français. Et ça a été mis sur une chaîne qu'on appelle Passé Récompensé, donc une chaîne qui était destinée, voilà, il parlait de sujets d'histoire, Égypte ou autre. Au début, ça s'est bien passé. Mais en 2023, le responsable de cette chaîne, il a décidé d'arrêter. Il a passé la responsabilité de la chaîne à M. Alexis Seydou. Donc, c'est un historien, un archéologue français qui fait aujourd'hui sa thèse à l'Université d'Angers et qui fait partie d'une association qui s'appelle l'ALLA, c'est l'Association de lutte contre la désinformation en histoire de l'art et archéologie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 ? Au bout d'un mois, ces messieurs, il a supprimé ma vidéo, affirmant publiquement que mon travail de recherche, c'est de la pseudoscience et qui n'est pas valable. Tout simplement parce que tu n'as pas fait de doctorat, c'est ça ? Enfin, de thèse. Il y a deux raisons majeures, tout simplement. Il a dit publiquement, non, vous faites de la désinformation, vous faites de la pseudoscience, et c'est pas bon, et on supprime. Alors, moi, j'ai demandé des explications. Sans aucune possibilité de réponse. À date d'aujourd'hui, ma vidéo, elle est toujours supprimée, alors qu'elle a fait partie d'un congrès en Espagne, elle est toujours supprimée. D'accord ? D'accord. Et tu n'as jamais eu de retour, tu n'as jamais eu l'opportunité de répondre à ces accusations, Je vous explique. Donc, je demandais des explications à ces messieurs. Ils m'ont dit non. Écoutez, on n'a pas besoin de faire d'articles de réfutation. J'ai dit, écoutez, si vous dites que mon travail n'est pas bon, il faut le démolir. Il faut faire un article et prouver où je me trompe. Parce qu'en science, il y a quelque chose de fondamental qu'on appelle la chair de la preuve. Si vous affirmez que mon travail n'est pas bon, il faut le prouver. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. Donc, du coup, j'ai attendu pendant quelques mois. Et puis, en 2024, j'ai découvert que, justement, à l'Université d'Angers, donc l'université où ce monsieur fait sa thèse, il y avait un comité d'éthique de la recherche scientifique. Et donc, j'ai porté plainte à ce comité. J'ai expliqué, écoutez, voici les faits. Ma vidéo a été supprimée. Il n'y a jamais eu d'article de réfutation. Et moi, je veux porter plainte par rapport à tout ça. Donc, les messieurs du comité, qui a été chargé un peu de l'enquête, il a fait, donc, il m'a vu en vidéoconférence, il a vu en vidéoconférence ces messieurs, et puis, voilà, j'ai pris en main ici le dossier, donc la résolution, il dit, ça, c'est la fin de la résolution, la conclusion. Par contre, et c'est aussi l'avis de l'historien qu'il a consulté, il a consulté quelqu'un d'autre, il ne me semble pas éthique d'un point de vue scientifique de retirer la vidéo en cause sans en avertir l'auteur, sans lui en fournir une copie, parce que je risquais de perdre ma vidéo, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a passée, et sans éditer un article ou une vidéo de réfutation argumentée pour laisser à M. Castagnon la possibilité d'y répondre et de défendre ses thèses. Donc voilà, ça c'est pas mes mots, c'est les mots du comité d'éthique de la recherche. C'est pas une manière en science, c'est pas une manière acceptable d'agir. Il aurait fallu, si on dit que mon travail n'est pas bon, il faut le prouver par un article. Bon, ça n'a pas été fait en 2023. Et puis, j'ai dû insister sur l'aide à ces messieurs d'écouter, j'attends toujours votre article de réfutation parce que vous affirmez que mon travail n'est pas bon, mais là, vous n'apportez rien. Et finalement, c'est donc en 2025, le 20 août 2025, il a sorti un article de 10 pages, mais ce n'est pas un article de réfutation, c'est un article de 10 pages où il fait tout le temps, il fait des mensonges sur mon travail, sur ma personne, il me traite de pseudo-chercheur, réfuter les preuves que je présente dans donc les règles anciennes que j'ai étudiées. Il n'a fait jamais un article sur des règles anciennes. Il se permet de dire que mon travail n'est pas bon, alors qu'il n'a jamais étudié Vitruve, il n'a jamais étudié les documents de Leonardo, il n'a pas un seul article où il étudie des règles
historique, il passe tout son article de 10 pages à dire, il a fait en plus cet article en collaboration avec 4 autres personnes, il passe son article à dire que je suis un pseudo-chercheur, mais il n'est pas capable de démolir mon travail. C'est ça. Et toi, tu attends évidemment que tu puisses réfuter ça, donc tu l'as fait par réponse, toi. Voilà, donc j'ai dû répondre. J'ai fait un long article de 73 où j'ai mis en évidence tous ces mensonges parce qu'il n'est pas capable de démolir pas une seule des preuves que j'apporte depuis 14 ans. Mais je me suis fait traiter tout le temps de pseudo-chercheur et ça continue. Donc voilà, c'est pour ça j'ai contacté de nouveau les comités d'éthique de la recherche de l'Université d'Angers, je n'ai pas eu de réponse. J'ai contacté des médias en France, je n'ai pas eu de réponse. J'ai commencé. Alors, on va faire quand même un appel. Je comprends évidemment la frustration parce que c'est quand même un travail de longue haleine. Et donc là, ici, on va faire un appel à nos médias indépendants pour pouvoir avoir un relais, évidemment, pour pouvoir distribuer effectivement ton travail et de pouvoir aussi imposer à ce qu'il y ait au moins un débat ou qu'il y ait un justificatif de ce que monsieur Alexis Saïdou se permette de salir ton travail sans aucune explication valable et sans aucune réfutation. Il ne sait pas faire de réfutation sur ton travail. Je vous remercie là, parce que je me sens un peu démuni parce que voilà, déjà dans notre situation de santé, c'est pas facile de faire connaître ce travail. Et puis en plus, on commence à salir mon travail. Je peux lire des gens voilà, des commentaires des gens qui se disent écoutez, si c'est la numérologie ou si c'est de la pseudoscience, je ne vais même pas y aller lire ces travaux de ces messieurs. Écoutez, alors là, justement, mon but, c'est de faire connaître ça pour que ça soit profitable pour tout le monde. Et là, je trouve, je suis obligé de lire des gens qui disent, ils font cas de ces messieurs et ils disent, non, écoutez, si c'est de la pseudoscience, je ne vais même pas y jeter un coup d'œil. Alors, mais ce qui est intéressant quand même à savoir, c'est que ce travail a quand même des applications qui sont qui sont au-delà de ce qu'on pourrait penser. C'est que tous les bâtiments qui sont extrêmement importants, ce sont des anciens bâtiments, n'ont pas évidemment les mesures, elles n'ont pas la définition des mesures adéquates. Donc évidemment, on n'a pas les explications. On pourrait avoir des explications sur d'autres choses, puisque on s'intéresse de plus en plus à quelque chose d'au-delà des sciences matérielles. Et ici, ce ne serait pas possible d'avoir cette explication puisque d'office, ça a été biaisé et on dirait qu'il y a une volonté vraiment de rendre secret. Comme je te disais, Léonard de Vinci ne peut pas avoir caché, ne peut pas s'être trompé, c'est pas possible, connaissant le personnage. Et donc, comme s'il y avait une volonté qui suit de vouloir cacher au commun des mortels certaines explications ou certaines théories scientifiques qui seraient peut-être pas intéressantes pour eux, en fait. Surtout, si vous voulez, c'est d'autant plus surprenant que ces messieurs, ils se présentent souvent comme spécialistes en archéologie du bâti. Je suis désolé, l'archéologie du bâti dans la l'architecture, justement, la première chose que l'on fait avant de commencer la construction, c'est justement un projet avec un système de mesure. Et c'est ça que j'apporte. Donc, alors, moi, je vais me permettre aussi Oui, je me permets aussi de faire un appel. Pardon, je me permets aussi de faire un appel à monsieur Alexis Saïdou qui désire avoir un entretien sur la chaîne Reporters Citoyens Belges avec toi. C'est avec grand plaisir que nous accueillerons ce monsieur pour qu'il puisse s'expliquer de vive voix et qu'il y ait une possibilité de dialoguer et de donner sa version à lui. Donc là, pour ça, on l'encourage. Il y a un reporter, donc il peut m'envoyer éventuellement un mail. On jette une bouteille à la mer, on ne sait jamais si ça tombe devant lui. Donc, reporter citoyen belge @proton.me, on attend un retour de sa part. S'il décide de venir sur l'émission, ce sera avec grand plaisir que nous vous accueillerons tous les deux. Et pour pouvoir faire un vrai débat et de pouvoir expliquer pourquoi autant de véhémence contre un travail scientifique en prétendant que le travail n'est pas scientifique, alors que c'est pas parce que nous avons des diplômes que nous sommes plus pointus ou moins pointus, parce qu'un passionné, on le sait, un passionné peut être encore plus pointu parfois que certains scientifiques qui sont parfois pieds et poings liés à cause de certaines institutions, on le sait, ce ne sera pas une première, donc voilà.
Ben oui, oui. Mais surtout, enfin, j'ai jamais attaqué les travaux d'historiens et des scientifiques sérieux. Ce n'est pas le cas. Les archéologues, ils font des travaux magnifiques aussi. Mais moi, j'ai une formation en philologie. C'est justement l'étude des textes anciens. Je Le suis texte ancien, spécialiste dans ces exactement. domaines. Donc, Autant ce travailler métier, les il n'a pas cette formation. Donc voilà. là, je suis désolé. Non, mais je pense que Voilà. ce serait judicieux, je veux dire, de réunir les forces communes Ouais. et je vais dire de pouvoir se rassembler, de pouvoir faire des études communes. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les pseudosciences divisent, je vais dire, toutes les informations par petits secteurs. Et donc, quand on divise les informations par petits secteurs, on ne sait pas avoir une vue holistique d'un événement ou Voilà. d'une situation. Donc, c'est un peu comme le corps humain, hein. Il y a la biologie, la chimie, la physique, tout est repris dans le corps humain. Alors, si on ne fait qu'un regard biologique ou physique, on ne peut pas avoir ce regard holistique sur l'humain. Donc voilà, ben oui, oui, effectivement. Merci Louise pour ce témoignage. Merci à toi. Aussi, tu me permettras, j'ai envoyé aussi des mails, parce que j'allais oublier ça, j'ai envoyé aussi des mails à des institutions qui sont en rapport avec la métrologie. Vous savez, dans chaque Oui, pays européen, il y a en Espagne, c'est le Centre espagnol de métrologie, en France, c'est le Bureau international des poids et mesures, en Belgique, je ne me rappelle pas, je crois avoir écrit un mail à l'institution qui s'occupe de la métrologie en Belgique. C'est vrai que aujourd'hui, ces centres nationaux de métrologie s'occupent plus, disons, de mesures actuelles que non de l'histoire des mesures. Mais bon, moi, j'ai contacté ces institutions. oui, mais si on Je s'est fais aussi trompé appel des voilà, fois, mais Louise, peut-être des académies d'histoire ou des académies d'art ou voilà, parce que ma recherche, elle touche beaucoup de domaines. Je pense qu'il y a beaucoup d'institutions qui pourraient être intéressées. Voilà. ben, surtout que tu remets en question quand même quelque chose qui est assez visible, parce que l'homme de Vitruve, c'est quelque chose que tout le monde a déjà abordé. Enfin, on s'est déjà intéressé évidemment à l'œuvre, mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a une mauvaise interprétation et que ça remet en cause beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est effectivement un travail qui doit être relayé et connu. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion d'en parler. Mais avec grand plaisir. Alors, je vais rappeler à mes auditeurs, par contre, que nous sommes partenaires avec Novimondi.tv, donc qui donne des informations sur tout ce qui est abondance, sur l'électroculture et d'autres sciences, justement. Je te mettre en contact avec la maison. Nous avons un code promo, donc si vous désirez vous abonner à Novimondi.tv, n'hésitez pas, il y a le code promo RCB en majuscule, vous aurez une petite réduction sur l'abonnement. C'est une chaîne qui est extrêmement intéressante, qui va aborder des thèmes scientifiques, mais d'une autre manière, et justement plus ouverte et plus holistique. Ben voilà, un tout grand merci Louis pour ta visite. Au plaisir de te rencontrer peut-être lors d'un événement ou je fais aussi un appel auprès de la Belgique, de la France, pour peut-être prévoir, on ne sait jamais, une conférence, une possibilité de participer à d'autres travaux. Donc c'est un appel. Un appel à partager, n'hésitez pas, vous êtes des petits colibris, soutenez les médias libres. C'est grâce à votre partage que nous, on est visible et qu'on peut aussi contrecarrer une autre vision de ce qui semble être quelque chose qu'on nous impose. Donc parfois, regarder d'une manière différente, c'est de jouer avec son discernement et ne pas rester dans des dictats. Voilà, un tout grand merci Louis, merci beaucoup. Merci à vous. Une Merci. belle soirée, merci.